Salut à vous, on tenait déjà à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter, à nous suivre, à liker, à commenter, à partager. Enfin bref, du coup, ça nous fait plaisir et surtout on a des retours qui sont très très positifs. Je tenais juste à faire une petite précision concernant cet enregistrement. J'ai eu beaucoup de problèmes lors de cet enregistrement. Il a sauté au moins 4 fois. Ce qui fait que j'ai dû remonter l'enregistrement, où du coup ça peut paraître un peu haché, voire des parties qui collent pas forcément entre elles. J'ai essayé de faire le mieux possible, je le rappelle, je suis pas professionnelle de l'enregistrement. Je fais avec les moyens du bord et j'ai pas non plus des logiciels hyper performants. Et enfin, deuxième chose, c'est un sujet du coup qui va regrouper la sexualité globalement. Il peut y avoir certains passages où on va parler d'abus, d'agression, voire de viol. Donc, si vous n'êtes pas préparé à écouter un témoignage relatif à ça, je vous déconseille du coup de l'écouter, sachant qu'il n'y a pas de descriptif de viol à proprement parler, mais plutôt des conséquences de celui-ci. Voilà, donc pour pas que vous soyez surprise et surpris, en attendant, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à bientôt pour notre prochain podcast. Bonsoir à vous. Ce soir, sur la chaîne YouTube Les Femmes Autistes Racontent, nous allons aborder le thème de la sexualité. Pour ce faire, nous avons fait les recrutements habituels et nous avons du coup ce soir 2 participantes qui vont témoigner à l'oral et une personne qui a souhaité du coup témoigner anonymement à l'écrit. Je précise d'avance que les personnes ce soir qui témoignent à l'oral ont choisi d'utiliser un pseudonyme pour respecter leur vie privée. Donc, ce soir, nous avons Clem avec nous. Bonsoir à toi, Bonsoir. Clem. Bonsoir. Et nous avons Samalis. Bonsoir. Pour animer l'émission et un petit peu comme d'habitude, en fait, on a préparé en amont un petit pool de questions. Donc, soit on va suivre les questions, mais on va aussi pouvoir bref, parler de plein d'autres choses. C'est pas mon fort Faire ce des soir, le mot, digressions. hein. Ouais, ça, ce mot-là, ouais. Je ne vais pas postuler pour aller chiffrer des lettres, motus, tout ça, tout ça. Bref. Euh, Du coup, on va respecter du coup les questions. La première question, c'est de vous présenter votre âge, votre profession et depuis quand vous êtes diag ou pas. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être diag, vous pouvez être en questionnement, tout ça. Et vous n'êtes pas obligé de répondre entièrement à la question si vous n'avez pas envie de dire votre âge, votre profession ou quoi ou qu'est-ce. Enfin bref, donnez quelque chose que vous avez envie de présenter de vous, mesdames. Ensuite, la deuxième question, c'est que, la sexualité, c'est quand même un sujet assez vaste et que, ça pourrait être intéressant pour guider un petit peu votre témoignage que vous précisiez, sur quel thème de la sexualité vous avez voulu témoigner ce soir. Donc, par thème, j'entends, si vous vous pensez asexuel, aromantique, et cetera et cetera. Et puis d'expliquer en fait, d'expliquer selon vous la définition de ce que vous pensez avoir comme orientation sexuelle. Je dis pas que c'est pas le cas en disant vous pensez, c'est juste j'essaye de arrondir les angles. La troisième question, c'est vous sentez-vous respecté dans les choix que vous faites et est-ce que vos partenaires respectent-ils et respectent-elles le consentement? Et enfin, est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose? Généralement, le petit quelque chose en fait, qu'on demande à la fin de rajouter, c'est, en gros, c'est que si vous auriez une phrase à dire ou un conseil ou quoi à une personne, qui est un petit peu perdue dans sa vie sexuelle, ou si vous auriez un bouquin, un livre, un film, parce qu'un bouquin et un livre, du coup, c'est la même chose. Et quelque chose, qui pourrait aider, en fait, les personnes qui nous écoutent et ben, ce serait le moment de le préciser. OK. Donc il y en a une de vous 2 qui va devoir, du coup, se lancer en premier. Mmh. Donc la première question, présentez-vous, âge, profession et depuis quand vous êtes diag ou en pré-diag ou en questionnement? C'est à vous. Alors, Samalis ou Clem? Vas-y, Clem. OK. Alors moi, c'est Clem, j'ai 36 ans.
Je suis assistante, maternelle de reconversion, de reconversion, de reconversion, de reconversion et je suis actuellement en arrêt pro, du coup pour accompagner mes 2 enfants qui ont, eux, été diagnostiqués. J'ai 2 enfants qui ont 10 et 13 ans. Ils ont été diag l'année dernière et du coup, c'est moi qui ai vraiment géré l'orientation de ce diagnostic puisqu'on cherchait ce qui se passait et du coup, à mon tour, je me pose beaucoup de questions. Enfin, dès que j'ai compris que mes enfants étaient différents, effectivement, je me suis dit que ça collait aussi un petit peu avec moi, quoi. Enfin, pas qu'un petit peu, voilà. Et du coup, tu as entamé des démarches, diagnostic de ton côté? Ouais, j'ai commencé en tout cas avec le spécialiste en libéral, effectivement pour moi, qui donc le même qui suit mes enfants. Bon, pour lui, effectivement, il faut aller investiguer. Donc, voilà, je suis en cours, en recherche, vraiment de professionnels qui puissent, vraiment m'aiguiller, m'écouter d'abord. Donc, voilà, donc en recherche. OK, ça marche. Et toi, de ton côté, du coup, Samalis? Alors moi j'ai 29 ans, j'ai pas de profession. Actuellement, je m'occupe de mes 2 enfants qui ont bientôt 3 ans et bientôt 1 an et en fait, suite à la naissance de mon deuxième enfant, donc pendant le premier confinement, j'ai fait un burn-out maternel, heu et c'est là où j'ai été mise sur la piste du diagnostic, de l'autisme Asperger et donc j'ai rencontré une psychologue spécialisée dans le TSA chez les femmes qui a confirmé mes doutes. Il m'a renvoyée elle-même vers un médecin généraliste spécialisé dans l'autisme, qui s'occupe du coup de mon processus diagnostic. Donc je suis sur liste d'attente, en CRA pour encore très, très longtemps. Mais en attendant, je suis prise en charge, voilà par ces 2 professionnels et considérée comme autiste, quoi. Je trouve ça vachement chouette que tu aies pu tomber sur un médecin généraliste, spécialisé en TSA, quoi. Eh ben, C'est c'était clair. pas facile à trouver. J'ai fouillé sur internet, j'ai appelé une psy, elle m'a dit: «Je prends pas de nouveaux patients, je vous donne les noms d'une autopsie» et puis la psychologue en fait, que j'ai vue en premier qui m'a dit: «Oui, je pense que vous êtes Asperger, j'ai aucun doute là-dessus». Elle a plusieurs patientes dans la même situation, donc elle m'a renvoyée vers le médecin qui a fait les diagnostics de ces patientes. Bah, je pense que tu as été assez chanceuse, dans ta recherche, du coup, parce que Mmh. c'est pas toujours qu'on tombe, sur un médecin généraliste, et une psy, du coup, enfin, qui arrive, Ouais, bah, compliqué. à filer, du coup, les bonnes personnes. Enfin, c'est plutôt chouette, du coup, Ouais, c'est quelque clair. part. Mmh. Yes, je suis contente moi aussi. Ouais, je me doute. Alors, ce que je peux vous proposer pour vous lancer et ça peut permettre, du coup, d'alimenter un peu un débat, c'est que j'ai Oh! un témoignage, écrit Mmh mh. que je vais lire. Donc c'est soit je lis ce témoignage, maintenant et du coup ça vous donne un petit peu de biscuit vous pour rebondir dessus. Soit sinon je peux suivre, tout simplement les questions et puis à un moment donné du coup j'intercalerai le témoignage. Qu'est-ce que vous Moi préférez? j'aime bien la première idée. Allons-y alors. Qu'est-ce que tu en penses, Clem? Ouais, Ouais? non, moi, il y a pas de souci, ça me va. OK. Alors le témoignage écrit, m'a été envoyé par une personne qui a souhaité prendre le pseudonyme anonyme. D'accord. Je suis une femme trentenaire qui s'identifie comme non binaire. Je vis en couple avec un homme depuis quelques années. Il y a bientôt 2 ans, j'ai reçu un diagnostic de TSA. Cela a été un grand bouleversement dans ma vie, mais aussi dans mon couple, car cela nous a permis de comprendre beaucoup de choses qui nous ont fait souffrir, chacun, de notre côté. Outre les difficultés de communication, mes hyper et hyposensibilités sensorielles m'ont causé pas mal de soucis, dans la sphère intime. Avant même de me poser des questions sur l'autisme, je me définissais déjà comme asexuelle, car je n'ai jamais ressenti d'attirance autre qu'amicale ou romantique envers autrui, quel que soit le sexe ou le genre. J'ai peut-être du mal avec la frontière entre l'amitié et l'amour, mais une chose est sûre, les relations sexuelles ne sont pas faites pour moi. À l'adolescence, quand tous mes camarades ne pensaient qu'à ça, mon intérêt ne s'est pas éveillé. Le jour de mes 18 ans, j'ai regardé par curiosité des vidéos érotiques et pornographiques pour voir si cela déclenchait quelque chose chez moi, mais toujours rien. Je n'y pensais jamais par moi-même et je m'étonnais d'entendre le sujet revenir si souvent dans les conversations, les filles, les séries, les émissions, etc.
L'étonnement a fini par se transformer en ennui, puis en indifférence. Plus tard, mon partenaire frustré m'a encouragée à développer cet aspect manquant dans notre couple. Il m'assurait que je m'en serais que plus épanouie en tout point de vue. Malgré mes efforts pendant des mois, il n'y a eu aucune évolution, hormis le fait que je trouvais cela sale, mécanique, très inconfortable pour mes sens, fatigant pour rien. Persuadée que je n'y mettais que de la mauvaise volonté, voire que c'était un moyen pour moi de lui exprimer mon dégoût de sa personne, mon partenaire est devenu de plus en plus insistant. À l'époque, le consentement, c'était encore un vague concept obscur. À force d'être confrontée à mes difficultés sensorielles, exacerbées dans ce contexte, mon désintérêt pour les relations sexuelles s'est transformé en aversion. Le quotidien est déjà compliqué à gérer d'un point de vue sensoriel, parfois même pénible selon les jours. Quand bien même je peux déjà beaucoup apprécier, si je ne suis pas déjà en saturation, les moments intimes de câlins et de caresses, je finis par vivre la suite plus intense comme une agression. Les odeurs fortes et les bruits de respiration m'envahissent. Les textures gluantes, collantes, moites, suintes restent ancrées dans ma peau. Les caresses se font muettes ou abrasives dans ce chaos que mon cerveau peine à traiter. Soit je me fige pour pouvoir me concentrer sur les informations sensorielles liées au plaisir qu'essaye de m'apporter mon partenaire, soit je perds complètement cette partie de l'information pour me concentrer sur les gestes que je fais afin de lui apporter du plaisir. Les scènes d'amour dans les films et les séries me laissent perplexe. Comment ces gens font-ils pour harmoniser leurs gestes et éprouver un tel plaisir de concert? Cela reste pour moi un mystère impénétrable. Souvent, les stimuli sont traités en différé par mon cerveau ou un canal sensoriel s'impose et fait taire tous les autres, ce qui n'arrange rien à la situation. Mon partenaire a beau me questionner pour savoir si ce qu'il fait est bien ou pas, si je passe un bon moment, si je n'ai pas accès à ces informations sur le moment. Il ne s'agit même pas d'une histoire de lâcher prise. J'ai déjà essayé de travailler cette notion qui me paraissait prometteuse, mais forcé de constater que si je lâche prise, il ne se passe plus rien du tout. Heureusement, il y a eu une nette évolution depuis mon diagnostic et la prise en compte du traitement sensoriel particulier de mon cerveau. Depuis, le consentement est devenu une question centrale dans notre couple et pas seulement au niveau de la sexualité. Mon partenaire a compris peu à peu mon désintérêt pour les relations sexuelles, quand bien même notre amour et notre complicité sont forts. Nous avons trouvé une solution pour pallier à cette problématique et éviter la frustration, les sextoys. Voilà, donc ça, c'est le témoignage écrit d'une femme autiste qui a souhaité témoigner sous le pseudo anonyme. Est-ce que ça vous parle un peu, mesdames? Ben moi, totalement. Les hypo-hyper, effectivement, c'était entre guillemets mon sujet. Ok. Et effectivement, ouais, ouais. Alors peut-être pas enfin pas dans la totalité de son échange, de son ressenti, de son partage. Mais effectivement, ouais, le fait d'être hypo-hyper, chez moi, c'est très marqué aussi. Je trouve ça super que son compagnon, du coup, vraiment, l'écoute d'abord, même s'il y a eu une phase peut-être un peu compliquée, et qu'ils aient des réponses, quoi, tous les deux. Je trouve ça vraiment bien. C'est vrai. D'avoir la possibilité, du coup, d'avoir un ou une partenaire qui soit réceptif, en fait, Qui essaye de sans comprendre, ouais, voilà, ouais, qui essaye qui de, sait de prendre pour lui ou comprendre. elle Ouais, ouais. le problème. Parce que c'est souvent que dès qu'on note, dans un couple un désintérêt sexuel, c'est que forcément la personne en face de nous, en fait, elle pense qu'on n'est plus, réceptif ou réceptive à ses caresses, alors qu'en fait ça ne peut pas entacher forcément l'amour, mais c'est juste que le rapport physique en lui-même, il n'est pas possible pour des raisons qu'Anonyme, du coup, a pu clairement exprimer, à mon sens. Ouais, totalement. Et donc toi, du coup, Clem, ça me permet de rebondir sur la question 2. C'est quel thème de la sexualité que sur lequel tu voulais témoigner? Moi, vraiment les hypo-hyper, parce que chez moi, c'est vraiment très marqué. Et donc, moi, effectivement, je suis en couple depuis 15 ans avec la même personne. J'ai 36 ans, donc j'ai eu des aventures avant. J'ai eu une jeunesse, je pense, plutôt robotisée pour le coup, parce que du coup, enfin, j'ai pas du tout la même vie sexuelle, j'ai pas du tout la même approche, j'ai pas du tout le même ressenti que j'ai pu avoir auparavant en étant jeune, frêle et voilà quoi. Tu penses que du coup, Hem, avant, tu avais c'est quoi, une sexualité plus, comment dire, Plus, on va dire, plus plus robotisée débridée? honnêtement, OK. ouais, Ah, plus robotisée carrément.
Ouais, quelque chose de plus enfin, un stéréotype en fait, peut-être pas le bon d'ailleurs, certainement pas le bon, mais un stéréotype quoi que, bah, effectivement quand on est jeune, on a des rapports quand on veut, que finalement on dit pas non à son mec, que c'est pas normal de pas forcément avoir envie, donc on s'écoute pas et on a une vie qui nous convient pas forcément, quoi. Mmh. Et du coup, quand tu parles de robotisation, c'est que tu t'éprouvais pas de plaisir, lors de ces expériences sexuelles? Ouais. Ouais, ouais, complètement. Complètement. J'y voyais aucun intérêt, mis à part faire plaisir à l'autre, quoi. D'accord et du coup, c'est enfin, tu as pu échanger avec des amis, IE ou IS, à ce moment-là, enfin, où tu as pu voir qu'il y avait un décalage? Tu t'en es rendu compte comment que c'était robotique? Bah, je me rends compte aujourd'hui, en fait. Je me rends compte aujourd'hui avec, un partenaire qui m'écoute, avec un partenaire stable, avec une vie, peut-être plus stable à un moment donné où on arrive à se poser et juste de se poser la question, de savoir comment on fonctionne et qu'on fonctionne pas forcément comme tout le monde. OK, d'accord et ça t'a pas choqué, en fait? Ça a Bah, en été fait, bouleversant pour toi ou? ouais, je dirais que quand je repense, aux autres, histoires que j'ai pu avoir, je me dis que j'étais pas celle que je suis, quoi. Et du coup, tu as pas pu exprimer à tes partenaires, à ce moment-là, cette robotisation dont tu parles? Non, pas forcément parce que j'ai beaucoup de mal à garder alors, non, parce qu'effectivement depuis, bon, en plus, je suis tombée sur 2-3 loupards, pas sympas, donc effectivement, on s'est pas quittés super bien. Donc j'ai pas forcément envie de revenir sur ces sujets avec lui, par contre ou avec eux, mais par contre, moi, effectivement, j'ai pu quand même, me faire une petite analyse, de me dire: «OK, ça pourquoi et pourquoi pas aujourd'hui?» et parce que finalement, je me pose peut-être les bonnes questions aujourd'hui simplement, quoi. OK, d'accord, ça marche. Heu, toi de ton côté, Samalis, du coup, est-ce que le témoignage d'anonyme, ça te donne envie de rebondir? Est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles tu te retrouves ou pas? Oui, sur la sexualité, en fait, oh, c'est long, hein. C'est difficile, j'ai du mal à savoir par où commencer. Mais j'ai eu une période où je me sentais, asexuelle, où je me demandais si j'étais pas asexuelle Donc pour et vous, du coup, la sexualité pour toi, ce serait quoi comme définition? en fait, le rapport comment dire? Je la je vais y arriver. Je prends mon temps, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Moi, je suis rentrée dans la sexualité par la contrainte et donc ça a complètement biaisé mon rapport à la sexualité. En fait, ouais, je voulais témoigner surtout sur le rapport au consentement et sur ma bisexualité. OK et donc, tu disais que toi, malheureusement, ta sexualité, tu l'as découvert sous la contrainte. Oui, Comment tu as pu déterminer enfin, c'est pas du tout que je remette en question le fait que tu aies été agressée sexuellement, mais comment tu as compris que c'était justement une agression et que c'était pas consenti? j'ai compris ça après coup, bien sûr, en parlant avec des personnes qui ont elles-mêmes été victimes, de viol ou d'agression et qui m'ont expliqué que le ressenti que j'avais était le même que le leur. Et donc bah, pour faire simple, en fait, j'étais à une soirée, j'avais 15 ans, avec, des jeunes de mon âge, de ma classe. J'étais amoureuse d'un garçon et il me plaisait beaucoup et moi je lui plaisais, mais pas pour les mêmes raisons. Voilà, lui, il voulait découvrir le sexe, moi je voulais découvrir l'amour et donc j'étais quand même, une grande dépendante affective. Donc moi j'ai pris pour une menace ce que lui, pensait être de l'honnêteté. Il m'a dit: «Ben, si tu veux pas qu'on fasse des choses ensemble, j'irai demander à quelqu'un d'autre» et donc je lui ai dit: «Bah, OK», alors que j'en avais pas envie et D'accord, comme il s'agissait que de préliminaires et que je voulais pas aller plus loin, il a fini par me larguer quand même et en fait, pendant 1 an et demi, je suis restée seule, mais vraiment seule dans ma vie, sentimentale. J'avais pas de marque d'affection ou d'amour de personne, ni de famille, ni d'amis, ni d'amoureux et donc j'ai fini par intérioriser quelque chose que je pense j'aurais pas dû intérioriser. C'est que si je voulais avoir de l'affection, il fallait que je me soumette au désir masculin.
D'accord. Et puis que de toute façon, n'importe qui voudrait bien me donner un petit peu d'amour, je prendrais parce que j'étais désespérée et que que je prendrais ce qui se présente. Et à ce Malheureusement, je suis moment-là pas tombée sur quelqu'un de très très bienveillant. ouais, Donc donc en fait, la première fois que j'ai eu un vrai rapport sexuel, ça a été extrêmement douloureux, mais j'ai rien dit. J'ai rien laissé paraître et même j'ai fait en sorte d'accélérer un peu les choses ou de feindre un plaisir pour que ça se finisse le plus vite possible. Et en fait, ça c'est l'histoire de toute la première partie de ma vie sexuelle. Parce que j'ai d'accord. reproduit ce schéma-là encore et encore et encore. Et enfin, qu'est-ce que du coup, en fait, ce que tu dis, c'est enfin, c'est assez, c'est grave parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes, hein, autistes ou pas, qui passent par ce cheminement-là et Ouais, tu penses enfin, qu'est-ce qui je m'en t'aurait suis rendu permis je m'en suis rendu compte en 2 fois. La première fois où j'ai commencé à me dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma vie sexuelle, c'est en allant chez le gynécologue pour un contrôle de routine qui m'a regardée et qui m'a dit: «Mais madame, vous avez des lésions vaginales». Je lui dis: «Comment ça, j'ai des lésions vaginales?» Il me dit: «Bah oui, ça se passe comment votre vie sexuelle?» Alors là, je me suis dit: «Bah, je sais pas, c'est normal quoi». Non, c'est pas normal d'avoir mal à chaque rapport sexuel, hein, en fait. Mais du coup, il s'est passé quand même, je sais pas, j'avais peut-être 20 ans quand, j'ai été voir le gynéco ah et donc il s'est quand même passé puis, 5 ans, quoi, au final. ouais, ouais, ouais et puis, en fait, après ça, quelques années après, je me suis mise en couple avec, l'actuel père de mes enfants et pour la première fois de ma vie, j'ai eu du plaisir sexuel sans avoir mal et là, je me suis dit: «Mais c'est ouf, ça existe, c'est possible», alors que j'étais quand même devenue salement masochiste à un moment, quoi Et tu avais et pas du tout envisagé la sexualité sous une forme de plaisir? C'était mais forcément, pour en moi, fait, un rapport, j'avais fini par apprécier la douleur, en fait. ouais, Mmh. c'est ça le truc, OK. Tu t'imaginais pas que le sexe pouvait, du coup, t'apporter du plaisir, quoi? Je pensais pas que je pouvais avoir du plaisir si on me faisait pas mal. Ouais, OK, ouais, c'est poussé quand même et Ouais, à cette époque-là, qu'est-ce qui aurait permis, tu penses, à éviter, en fait, les maltraitances que tu as subies? Qu'est-ce qui, selon toi, aurait bah, permis, quand j'étais enfant, déjà, ça a commencé quand j'étais toute petite fille. Un des premiers souvenirs que j'ai dans ma vie de petite enfant, je devais avoir 2 ou 3 ans, c'est que quand je faisais des cauchemars, j'allais dans le lit de ma maman et pour me réconforter, elle me faisait des caresses sur la peau et en fait, d'accord, comme j'ai une hypersensibilité au niveau du toucher, ça me faisait mal quand elle me faisait des caresses et donc j'ai essayé d'enlever ma main si elle me caressait la main ou des choses comme ça et ça l'énervait. Elle me disait: «Oh là là, mais si tu es pas contente, bah, tu retournes dans ton lit». Et du coup, quand ma mère me faisait des caresses sur la peau et que ça me faisait mal, je ne bougeais pas et je me taisais et ouais. Tu es pas arrivée à et l'exprimer, puis justement, cette douleur? ah non, jamais, je l'ai jamais dit. D'accord. Après, c'est le truc classique de tu as pas envie de dire bonjour et on t'oblige à faire un bisou parce que si tu veux pas faire un bisou, Mmh. tu es pas belle, Mmh. tu es pas gentille, tu es méchante, voilà. Ouais, Donc le rapport au consentement dès le départ, il y en avait pas quoi, enfin ni dans la vie familiale, ou quoi que ce soit. Moi, j'ai découvert la notion de consentement quand j'étais, étudiante en sociologie à 24 ans, à une conférence, organisée par des féministes, qui expliquaient ce que c'était la notion de consentement et là, je suis tombée des nues, quoi. Je me suis je me suis dit: «Mais en fait, si j'en ai pas envie, il suffit de dire non». Merde. ouais, c'est dramatique parce que c'est comme tu l'as dit si justement, en fait, ça commence dès l'enfance et il y a en effet, en fait, je pense qu'il y a il y a une grosse pression sur les gamins vis-à-vis de cette espèce de ritualisation, de devoir faire des bisous aux gens qu'ils connaissent pas ou qu'il y a aussi des fois, même si les parents sont justement assez tolérants là-dessus, d'illustres inconnus, quoi. Tu passes dans la rue, qui vont te caresser la tête: «Oh bah tiens, elle est mignonne cette petite, oh bah tiens, ce Mmh. gamin il est mignon» et c'est vrai que c'est Je veux dire, super mon compliqué. père, il s'est jamais gêné pour me mettre des claques sur les fesses quand je passais à côté de lui ou des choses comme ça, par exemple. Ouais, ouais. Bah, du coup, Mmh. ça te Ouais. biaise en fait,
Ouais, il y a pas de prise en rapport. compte, en fait. C'est ça. Mmh. Puis ça biaise aussi ton corps. Enfin, les limites de ton corps, elles n'existent pas. Mmh. Si n'importe qui, en fait, peut y avoir accès. Donc déjà, si tes parents peuvent y avoir accès et puis qu'ils prennent pas en compte le fait que tu souffres de ça, Ouais. et ben derrière, en fait, c'est la porte ouverte, en effet, et malheureusement, à toutes les maltraitances que tu as pu subir, quoi. Bah, C'est après aussi, c'est je savais horrible. pas l'exprimer, tu vois? J'exprimais jamais Ouais, que mais si on je t'a voulais pas appris pas ou que ça me faisait mal ou quoi, tu vois? si on t'a pas appris à exprimer, tu vois aussi, c'est Et que la puis il y a prise en encore ce compte. contexte pardon, il y a encore ce Vas-y. contexte d'adaptation, de prendre sur soi, de trouver ça finalement Oui. normal. C'est fou, quoi. Ouais. Après, quand j'ai découvert du coup la notion de consentement à ouais 24-25 ans par là, ça faisait déjà 4 ans que j'étais avec le père Mmh. de mes enfants et Mmh. ça a mis quand même un très gros coup de frein à notre sexualité. Mmh. C'est-à-dire Mmh. que je me suis dit: «Mais en fait là j'en ai pas envie donc je vais lui dire non». Donc j'ai commencé peu à peu. Il a fallu quand même plusieurs semaines pour que j'arrive à lui dire non vraiment, quoi. Et puis, bah, jusqu'à ce qu'on ait plus de rapports sexuels quasiment du tout, quoi. Trois par an, 3 en 1 an, c'est pas beaucoup 3 en 1 an. Faut que tu fasses gaffe, Clem, parce que des fois, quand tu bouges, on entend le Ah, OK. frottement contre ton micro. OK. Je OK. l'avais déjà remarqué tout à l'heure, mais je pensais que c'était juste le temps que tu t'installes confortablement dans tes couvertures, mais du OK, coup, là non, non, mais je vais faire attention, vous avez raison de me le tu redire parce que restes ça risque immobile, d'arriver. d'accord? Ouais, ça va être chaud, ouais. Tu n'as plus le droit de consentir, de bouger. Voilà. Heu et du coup, au sein de ton couple, Samalis, tu penses que tu as été victime de viols conjugaux ou pas? Ben, c'est plus de la zone grise que du viol, en fait. Mais, disons que pour mon partenaire, c'était compliqué parce que, quelque part, du jour au lendemain, j'avais plus envie de lui, quoi. Et Ouais. heu, ça s'est un peu, comment dire? Comme je suis tombée enceinte, que j'ai donné naissance et cetera, j'avais une bonne excuse pour refuser les rapports sexuels Mmh. et puis j'ai eu un déchirement pendant mon accouchement, des points de suture à l'intérieur du vagin et cetera. Je vous épargne les détails, hein. Et donc pendant 6 mois, j'avais une très bonne excuse. À chaque fois qu'on essayait, je lui disais: «Arrête, ça me fait mal», ça on arrêtait. J'étais voir un gynécologue, je me suis dit: «Il va encore me dire que j'ai des lésions ou je sais pas quoi». Le gynécologue, il m'ausculte, il me dit: «Mais vous avez rien madame?» «Comment ça j'ai rien? J'ai mal à chaque fois». «Comment ça j'ai rien?» Donc je crois que ça s'appelle une vaginose, quand c'est psychosomatique. C'est quoi? C'est qu'en fait, du coup, quand tu as un rapport, tu arrives pas à avoir, à mouiller Je voulais pas de suffisamment? pénétration. Non, mais D'accord. c'était que la même si ça mouillait, il y avait la pénétration faisait mal, alors qu'il y Ah avait carrément, OK. pas de stimuli douloureux a priori. Donc ce que tu appelles Et la donc vaginose, c'est un comment dire? C'est une conséquence traumatique de ce que tu as vécu précédemment? en quelque sorte, ouais, OK, en quelque sorte. d'accord. Donc en fait, après ça, je me suis quand même, un peu forcée parce que, ben, j'avais peur que mon mari me trompe, qu'il aille voir ailleurs, qu'il me quitte. Puis lui-même, il me mettait la pression, même s'il faisait pas ça pour me mettre la pression, il exprimait son ressenti, sa frustration et ben, du coup, j'ai consenti à avoir de nouveau des rapports sexuels avec lui, mais en fait, ça me convenait pas et heu et quand j'ai accouché de mon deuxième enfant, je me suis dit que, bah, qu'il fallait que je me respecte, en fait. Mmh. Mmh. Tout Mmh. simplement et donc ça a mis fin à notre relation. Et donc en fait, du coup, c'est ça la période dont tu parlais d'asexualité? C'est ce que Ouais, tu penses, d'accord, c'est ce que tu pensais du coup, ouais. et à J'avais aujourd'hui plus avec du tout de désir sexuel. Plus du pour tout. Pas pour lui, en tout cas. pour ouais, voilà, plus pour lui, mais de globalement, tu pouvais en avoir pour d'autres personnes? Ben, en fait, je voyais pas d'autres personnes, donc je ne D'accord. savais pas. Mais je ouais, le fait d'être attiré par, une femme ou un homme, Voilà. c'était OK, d'accord. Moi, j'avais besoin de câlins, mais pas plus, quoi. Et est-ce que du coup, tu as pu avoir un suivi psy d'une quelconque façon pour te permettre, de comprendre, si ce n'est je sais que le terme de Le d'acceptation est difficile, mais, pour te permettre de au le moins de comprendre? en fait, le médecin qui me fait mon diagnostic,
Heu, c'est celui avec lequel j'ai le plus eu l'occasion de parler de ces problèmes liés avec ma sexualité Mmh. et en fait, c'est, bah, l'année où je me suis séparée de mon mari, donc l'année dernière, j'ai découvert que j'étais bisexuelle. Donc tu t'es C'est découvert du coup une attirance pour les femmes? Voilà et en OK. fait, sur le coup, je ne savais pas si j'étais lesbienne, si j'avais toujours été lesbienne et que je m'étais forcée à avoir des relations avec des hommes et que ça m'avait traumatisée, ou si j'avais toujours été bisexuelle mais que je l'avais refoulé. Mmh. Et du coup, les Semblerait que sur ce les soit rel quand même la deuxième, hein. et sur le fait que tu as pu avoir du coup des expériences féminines Oui, c'est ça. et J'ai rencontré une femme avec laquelle, j'ai eu des relations intimes et ça s'est extrêmement bien passé et hem et en fait, bon, bah, la première fois que j'ai beaucoup fait beaucoup d'auto-analyse. Je suis beaucoup revenue dans mes souvenirs de mon adolescence et cetera. C'est vrai que je me suis rappelée la première fois que j'étais amoureuse d'une fille, j'avais 15 ans. La première fois que j'ai embrassé une fille, j'avais 15 ans et après c'est juste par confort que je suis restée avec les hommes ou pas par confort, mais par facilité. Parce que j'avais appris comment on pouvait séduire un homme, comment on pouvait plaire à un Mmh. homme, comment on pouvait l'attirer, satisfaire ses désirs, lui donner du plaisir. mais du Mais coup, j'avais jamais appris ça avec les femmes. le fait que tu te sois tournée vers les femmes, c'était aussi éventuellement pour répondre à une norme, sociétale? C'est-à-dire que du coup, l'hétéro, il y a une forme comment dire? Faut rentrer dans le moule de l'hétérosexualité et que Oui, je me c'est suis moins tournée pesant, en fait. vers les hommes parce qu'effectivement, c'était socialement beaucoup plus facile, c'est Mmh. accepté, Mmh. c'est acceptable et puis, en fait, je tombais amoureuse souvent des petites copines de mes copains, donc je pouvais pas vraiment le dire, quoi. Mmh. OK. Et du coup, Mmh mh. depuis, vis-à-vis de vis-à-vis de tes expériences et des expériences féminines que tu as pu avoir, est-ce que tu as pu redécouvrir d'une certaine manière ta sexualité et ton corps, te respecter comme tu l'as dit plus tôt? Oui, oui, bien sûr. J'ai eu de la chance parce que je suis tombée sur une femme qui a aussi des particularités, comme moi, qui a subi aussi des viols comme moi et donc il y a énormément d'écoute et de compréhension mutuelle et puis, elle va pas me toucher sans me demander la permission avant, par exemple. Juste poser OK, sa main sur mon épaule, elle va me prévenir, quoi OK. et la première Hem, fois que j'ai eu un rapport intime avec elle, c'était dans le noir complet, par exemple. Qui me permettait de vraiment me concentrer sur le sens du toucher, par exemple. OK. C'est j'avoue que moi, même moi, du coup, pour mon expérience perso, c'est le coup d'être dans le noir complet, c'est je fais le parallèle aussi avec le témoignage d'anonyme, le fait de pouvoir se concentrer que sur une chose et que si on a de la lumière, il faut se concentrer sur plusieurs items à la fois et que ça peut être, du coup, il y a tellement d'intellectualisation Mmh. de Mmh. l'acte qu'en fait, il y a plus de plaisir parce que, c'est même pas, en fait, une forme de vouloir contrôler, c'est en fait une manière de comprendre, je pense, ce qui se passe dans son corps et en même temps, faut aussi arriver à faut comprendre ce qui se passe dans son corps et arriver à générer aussi du plaisir à l'autre et c'est vrai que c'est compliqué, ouais. Je c'est ça peut être compliqué en effet. Clem, est-ce que tu voudrais nous en dire plus vis-à-vis de cette hypo et cette hyper, donc c'est au niveau de ta sensibilité, au niveau de ta peau ou c'est plus dans le rapport en lui-même? Enfin, tu Ouais, pourrais nous c'est un petit peu tout effectivement. Déjà l'hypo, l'hyper, c'est l'envie, c'est une hyposexualité, une hypo-envie quoi, il y a pas d'envie. Il y a pas d'envie. Ça peut durer, 2-3 mois, 4 mois. C'est vraiment, le néant, mais j'en suis pas malheureuse en fait, hein. J'en ai pas besoin, je le ressens pas, et puis il y a des moments où c'est une hypersexualité où effectivement, bah, là, c'est, complètement l'inverse et c'est vrai que c'est compliqué, on se pose quand même des questions. Alors, maintenant, c'est vrai qu'avec du coup, les particularités de nos enfants, c'est vrai qu'on s'est beaucoup ouvert, sur la différence, hein, simplement. Le fait de ne pas être, dans une norme forcément, en fait, on l'a un peu exclu aussi de notre vie
et surtout on en discute aussi parce que moi je me posais des questions. Je me suis dit: «Mais finalement peut-être je suis aussi moi asexuelle en fait complètement» et en fait, je me dis que non puisque, a priori, enfin voilà, quand on a des rapports ça se passe très bien et j'ai envie donc voilà, j'ai du plaisir aussi. Mais c'est assez, particulier parce que c'est vrai que, bon, avec le temps, il y a aussi une grande confiance, hein, qui s'est installée entre nous, donc il y a pas de sujet tabou, on en discute et il a accepté, il accepte, il insiste pas, il sait, voilà. Je crois que maintenant, il sait aussi comment je fonctionne. Je pense que mon mari s'y fait aussi, mais ça peut être déstabilisant, quoi. Ça peut être vachement déstabilisant. Finalement, nos enfants nous ont aidés à nous reconnaître nous, chacun, individuellement. Et que aussi par chance, comme lui non plus n'est pas tout à fait ordinaire, Mhm. il évolue de son côté et il est très attentif et il m'écoute. Mais je pense que du coup, il fait son chemin aussi de son côté et lui aussi, je pense qu'il est pas voilà, enfin, je veux dire, je pense qu'il y a pas beaucoup d'hommes ordinaires qui restent, 3 mois sans rapport sexuel, et qui en plus, ne va pas voir ailleurs, quoi. Donc Mhm. ça, je pense que c'est la réalité aussi, hein. Donc voilà, donc je pense que il est pas ordinaire, c'est clair et du coup, on peut aussi en discuter parce que bon, lui maintenant, il en rigole, quoi. Il a compris que j'allais l'épuiser pendant un moment, mais que quelque part, il acceptait que ce soit comme ça et que du coup, il y trouvait son compte aussi, quoi. Voilà, Ok, l'essentiel pour nous, c'est vraiment la communication, du coup. ok, ok. C'est plutôt chouette. Ça fait une forme de maturité en fait. Ouais, complètement. Après, c'est Qui... vrai qu'effectivement, au niveau du toucher, là, j'ai un flash parce qu'on en a parlé juste avant. Oui, moi je supporte pas la caresse, classique, le massage, tout ça. Moi, c'est vraiment le genre de truc qui me gonfle, qui m'insupporte, qui à la limite m'est vraiment désagréable. Mais il sait qu'on peut commencer par un point de compression quoi, par exemple. Déjà ça va me détendre et après bon voilà. Mais un bon point de compression, ça me fera beaucoup plus de bien qu'une caresse légère, qui me fera mal et j'aurais vraiment l'impression d'une agression. D'accord. C'est vrai, ouais, c'est vraiment ressenti comme tel, quoi. Ah oui, complètement. Ouais, complètement. Il y a aussi alors je vais me permettre de faire un petit pas de côté, concernant du coup, bah, ce thème de la sexualité. Moi, il y a quelque chose du coup que je me questionne, c'est que, je me suis demandé si les autistes, de manière globale, avaient une sexualité qu'on pourrait appeler comme ordinaire. À savoir que, Mmh. bon, il y a plein de courants, il y a plein de manières de faire l'amour, de ressentir du plaisir et cetera. Après la sexualité ordinaire, en fait, dans certains milieux, on l'appelle la sexualité vanille, donc c'est le truc, un coup, je suis au-dessus, un coup tu es au-dessus, le vrai tu c'est claqué. Ou est-ce qu'il y a des pratiques, en particulier qui peuvent, je sais pas, qui sont plus émoustillantes parce qu'en fait un rapport, somme toute très classique et ben, c'est pas quelque chose de très émoustillant. Est-ce que vous accepteriez, sans pour autant de rentrer dans les détails, après ça c'est en fonction de vous, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que vous accepteriez de témoigner sur ce thème-là ou pas, mesdames? Ouais, même si je pense que moi perso, j'ai pas enfin, je pense que j'ai pas énormément de choses je enfin, oui, dans l'absolu sur le principe, oui. Oui, oui, bien sûr, pareillement. Bah, du coup, je pense que ça peut être aussi une question qu'on peut se poser dans le sens que, vu qu'il y a toutes ces particularités, sensorielles, olfactives, le goût aussi qui peut rebuter et puis, bah, le toucher en Ouais. fait, ça Mmh, reste quand mmh. même un Absolument. élément, pas qui est cliché, mais qui est souvent connu chez les autistes, c'est que, faut prévenir avant de toucher, le toucher peut être une agression. Du coup, la question, elle se pose dans Mmh, la sphère intime. mmh, mmh. Comment arriver, enfin, comment pallier à cette agression-là? Est-ce que Ouais. du coup, enfin, je sais pas. Comme Ouais, si parlez-en comme je vous en peux souhaitez. essayer, Vas-y. je peux essayer de me lancer. Moi, ce qu'on appelle la sexualité vanille, c'est une sexualité qui est centrée autour du plaisir masculin. C'est comme on dit, préliminaire, pénétration, éjaculation, extinction des feux. Moi, je m'y retrouve pas là-dedans, hein. Clairement, c'est pas possible, hein. Mmh, mmh. Donc après, le rapport au toucher, voilà. Moi, j'aime pas trop les caresses, qui sont des effleurements.
Si on me fait un long massage, bien appuyé, comme tu disais, les points de pression, un truc comme Mmh. ça, Mmh. déjà ça va me détendre, ça va apaiser mon corps et surtout ça va me désensibiliser d'un point de vue sensoriel. Mmh. Donc je Mmh. serai plus réactive aux caresses, après un Ouais, je te massage rejoins total. que si on m'en fait pas. Et donc effectivement, le rapport sexuel, 1/2 heure, maximum avant d'aller se coucher, pour moi, c'est même pas envisageable. Il me faut au moins 2 heures, quoi, pour me mettre en condition, il faut que je parle déjà pendant un sacré bout de temps pour, évacuer toutes les tensions que j'ai dans la tête. Parce qu'on n'a pas encore parlé de ça, mais Mmh. les idées Ouais. parasites, c'est un truc qui me Mmh. bloque, hein, dans les rapports sexuels. Si je Ouais. pense à la liste de courses ou à ci ou à ça, c'est pas Mmh. possible, Mmh. quoi. Mmh. Et donc Ou tout la ça, il faut que je vaisselle le qu'on n'a dise pas mis à avant. tourner. Non, mais voilà, clairement. Ouais, ouais, non, mais ouais, le truc, Et oui, ouais, je te rejoins. donc si je parle pendant 3-4 heures d'affilée et qu'après, il y a une séance de câlin, massage, pendant 1 heure ou 1 heure et demie, après, la 1/2 heure, restante, on on peut faire du sexe. Je dis la 1/2 heure restante, non mais en vrai, ça peut être très, très long. J'ai besoin que ce soit très, très long. Sinon je fais pas. Donc vous pensez en fait que vous avez besoin de passer par un ouais, c'est une sorte de Un préliminaire, sas, ouais. mais pas les C'est que préliminaires orales ça ou prend quoi? tellement d'énergie, ça me prend tellement d'énergie. Il faut que je sois tellement concentrée sur ce que je suis en train de faire que pour moi, s'il s'agit de faire ça en 1/2 heure, voilà, le soir avant de dormir, j'ai pas le temps de me mettre dedans, quoi. Je passe à côté du truc. Il y a quand même une forme d'intellectualisation, même si en même temps il y a Ouais. du lâcher prise quoi, au final. Je venais dessus justement, j'allais te poser la question, Samalis, si effectivement, en tout cas moi c'est le cas. Tu disais on peut parler pendant des heures et des heures, donc effectivement, pour se libérer la tête et enlever toutes les incompréhensions qu'on peut avoir de la Oui, journée, mais aussi, en tout cas chez moi, il y a vraiment un partage de vrais échanges, de vraies discussions avec le partenaire. Et en oui, fait, moi quelque part, c'est bon préliminaire, quoi. ouais. En fait, je me suis découverte, sapiosexuelle. Ah oui, je Je sais connais, pas si vous voyez ce que je ça veut connais. dire? Bah, C'est pas du que tout. si j'ai affaire à quelqu'un qui va avoir des connaissances, C'est l'intelligence très quoi. précises sur un domaine, Mmh, mmh. c'est pas forcément intellectuel, c'est plutôt lié à un savoir-faire, donc ça peut être, des connaissances intellectuelles, mais ça peut être aussi, un cuisinier qui t'explique la recette de la ratatouille avec beaucoup de détails, tu vois? Mais beaucoup de passion et une voix un peu suave, tu vois? Moi, je trouve ça hyper excitant Mmh, et mmh. donc d'écouter un autiste me parler pendant 1 heure de son intérêt spécifique, oui, ça peut me mettre en bonne condition pour après, avoir un rapport. Mais dans l'absolu, C'est bien que tu aies pris un tu peux pseudo mettre parce qu'il y a moyen que tu aies reçu plein de messages, «Ah ouais, du coup, tu veux écouter parler de mon intérêt spécifique? Vas-y, je débarque chez toi ce soir. Je vais te parler des bouches d'égout et des chaudières, tu vas voir». non mais ouais. Mais oui, je comprends du coup ce côté, ouais, c'est vrai que c'est intéressant parce que, ouais, j'arriverais pas enfin, on en avait parlé, hein, Sam Alice, avant de faire le podcast, de pouvoir échanger du coup sur les choses qu'il était possible pour toi d'aborder, enfin les thématiques, dont tu voulais parler sans pour autant, bah, choquer les personnes qui seraient présentes ou les personnes qui pourraient écouter. Mmh. Et on était plus ou moins tombés d'accord sur une chose, c'est que, enfin, on était tombés d'accord sur pas mal de choses, mais c'est vrai que le côté de la sapiosexualité, le fait d'être attiré, bon, bah, la définition même, c'est d'être attiré par l'intelligence de quelqu'un. C'est assez Mmh. surprenant. Moi, de Mmh. mon côté, ça m'est déjà arrivé d'avoir, comment dire? D'avoir une attirance, toute intellectuelle pour une personne, et qu'importe le sexe, à vrai dire, Mmh. mais de pas être capable de coucher avec parce qu'en fait, Mmh. c'était, Mmh. Mmh. c'était tellement passionnant l'échange qu'il y a eu au C'est niveau, ça. discussion qu'en fait, moi, je me dis que ça peut pas être mieux que ça, en fait. C'était tellement intense Ouais, déjà ouais. ou sinon c'est plutôt l'inverse. Je me dis: «Chouette, ça va être trop bien» et en fait, c'est trop naze. Mmh. Mais là, je Grosse te déception, rejoins. quoi. Ouais, ouais, je te rejoins parce qu'effectivement, quand j'ai connu mon mari, heu, effectivement, on a passé, toute une après-midi à discuter ensemble et au moment où éventuellement on pensait qu'il y aurait, eh bien, il m'a dit: «Écoute, je suis désolé, je comprends pas ce qui m'arrive, ça m'est jamais arrivé, mais j'y arrive pas, quoi». Il me dit: «Je peux pas t'expliquer».
Et il a pas pu faire l'amour avec moi ce jour-là. Bon, ce qui n'a rien changé, du coup, pour nous, hein, par la suite, mais voilà, ça alors je sais pas, peut-être que j'ai un flash là de suite et que du coup je rapporte, cette situation à ce que tu es en train de dire du coup, mais c'est particulier. Bah, c'est intéressant, c'est que je pense que du coup, c'est une manière aussi de dédramatiser parce que, il y a quand même une hypersexualisation, enfin, dans notre société. C'est pas un scoop, quoi. Je veux dire avec Mmh, toutes mmh. la façon dont on met en scène les corps, la façon aussi dont on rappelle à quel point la femme, elle peut être un objet, à quel point elle doit être soumise, en fait, à une entité masculine. Et ben, en fait, je pense qu'il faut vraiment dédramatiser, à savoir que du coup, il y a beaucoup de pression sur le sexe, avoir un rapport, le fait de ce que vous avez parlé, c'est juste quoi, de qu'au bout d'un moment, en fait, on se pose la question: «Mais, voilà, j'ai tel âge, les copines, elles en parlent, moi, ça m'effleure pas plus l'esprit que ça». Je regarde des choses, des vidéos porno qui sont pas toujours forcément plus très qui reflètent pas toujours, même pas du tout, en fait, ce qu'est un rapport, sexuel avec la sensualité, la tendresse, le respect de l'autre, la bienveillance, le consentement et cetera et de fait, c'est incroyable, en fait, parce que je pense que, des fois, je me dis que les personnes qui ont des rapports, elles doivent des fois se dire: «Je dois agir comme dans un film porno» parce que, il y a quelque chose en fait il y a un espèce de rôle à tenir, alors que dans une conversation, c'est beaucoup plus intime quelque part. Il y a quelque chose de plus qui se passe et je pense que vu que nous, justement, on est d'autant plus sensibles à tout plein de facteurs qu'on a déjà pu citer plusieurs fois, le fait de ne se concentrer que sur le canal vocal et éventuellement les émotions qui traversent, du coup la personne, notre Ouais, interlocuteur, c'est déjà énormément d'informations à gérer ouais. et je pense Il y que a un du autre coup, truc, ouais? c'est, comme on est autiste, on a un problème d'inflexibilité mentale souvent et donc j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui est hyper, apaisant pour moi. C'est si j'établis en quelque sorte un scénario à l'avance avec la personne. Mmh, mmh. Donc pas C'est une forme nécessairement de un scénario genre, ritualisation, tu en vas fait? faire ça, tu vas faire ça ou tu vas faire ça. Mais plutôt si je vais dire à la personne, je vais lui exprimer tout simplement: «Moi j'ai envie de te faire ça et de te faire ça» et que la personne me dit: «Bah moi j'aimerais bien te faire ça et te faire ça». Mais le fait d'en parler avant, je me projette déjà un peu dans le truc Mmh mh. et ça génère de l'excitation sexuelle, en fait. Et puis OK. après quand, le scénario se déroule, comme je m'y attendais, que je m'étais projetée dedans et ben, finalement le plaisir est exacerbé. Mais il y a une forme de contrôle, du coup, dans ce que tu dis. Tu appellerais ça plus du contrôle ou de la ritualisation, au final? Ah je sais pas. J'aurais dit ni l'un ni l'autre, pour moi c'est pour moi c'est C'est juste, je sais pas. c'est rassurant, en fait, pour toi de faire ça? Ouais, Parce que ouais, tu c'est dis rassurant, ouais. Bah, si je dis à l'homme, par exemple, «Moi j'aimerais bien te faire ça et en même temps j'aimerais bien que tu me fasses ça», ben, c'est une manière aussi de verbaliser le désir sexuel. mmh mh. Déjà, c'est vrai que moi j'ai beaucoup de difficultés à exprimer mon désir, donc de le faire pendant l'acte, j'en suis complètement incapable. De le faire en amont, ça permet aussi d'éviter des choses que j'aurais pas envie, quoi. Est-ce que c'est pas l'idée de, entre guillemets, «conscientiser» et donc te préparer? Je me pose la Ouais, question moi aussi, hein. ouais, ouais, clairement, ouais. Mmh. Bah, non, moi, c'est que ça m'aide à me projeter dans la situation et du coup, c'est moins angoissant. Ouais, ouais. Je sais à quoi m'attendre et je suis pas surprise et Alors, je vais juste me permettre aussi de faire un petit pas de côté, avec, du coup, une aspi qui devait témoigner ce soir à l'oral, mais on a eu des petits soucis de logistique. Du coup, elle est en train de me faire un très, très long, témoignage à l'écrit en même temps qu'on est en train de parler. Globalement, en fait, elle dit qu'en fait, c'était difficile pour elle de rentrer dans le monde, de base parce que son père l'a surprotégée, parce qu'inconsciemment, il avait senti qu'elle était pas comme les autres. Mmh. Mmh. Et que du coup, il a un peu, comment dire? Caché pas mal de spécificités, le fait qu'elle regarde pas dans les yeux, qu'elle ait des intérêts restreints.
Après du coup, elle explique, donc c'est une jeune femme en fait qui est franco-libanaise. Elle explique du coup la difficulté de, comment dire? Du côté, éducation, au Liban, où en fait c'est très normé et si on respecte pas les normes, en fait, on peut tomber dans quelque chose où on est impur, et cetera, Mmh, donc mmh. c'est compliqué. J'essaye en même temps de lire tout ce qu'elle m'a écrit, en étant exhaustive et en même temps concise. C'est pas forcément évident. Je suis désolée d'avance pour elle. Elle dit que du coup, elle a été une adolescente assez naïve, qu'elle s'est fait avoir, par des amis, masculins qui ont abusé de sa naïveté. Après, elle dit qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que, je vais la citer: «Les filles reçoivent plus d'injonctions, des centres d'intérêt plutôt classiques pour des filles, du style lecture, chevaux, littérature, alors que les garçons autistes ont pour centres d'intérêt plus spéciaux comme les trains, les plans de métro et cetera. Les filles sont diagnostiquées tôt, par miracle, si on décèle par exemple des difficultés de coordination, des troubles du regard, de l'attention. Mais dans tous les cas, elle met en avant le fait qu'elles seront surprotégées, qu'elles seront fliquées, qu'elles seront moins autonomes de fait, dans leur indépendance. Qu'elle a eu un intérêt spécifique pour le sexe, qu'elle s'est beaucoup renseignée dessus, qu'elle a regardé, elle a lu beaucoup de sites, elle a échangé avec des personnes. Elle n'a pas souhaité regarder la pornographie parce qu'elle trouvait cela avilissant autant pour les femmes que pour les hommes et qu'il y avait, dans ces films une dualité qui l'a beaucoup questionnée sur, le côté femme et en même temps petite fille, qui apparaît malheureusement Mmh, dans mmh. beaucoup de films porno ou dans beaucoup de scénarios. Alors, après elle me parle du Liban. Elle dit: «Au Liban, là d'où vient mon père, on surprotège les filles, on se marie jeune. Les couples non mariés ne devaient pas dormir chez les parents du petit ami ou de la petite amie. On se marie plus ou moins entre familles qui se connaissent et donc vous ne vous imaginez pas ce que c'est que d'être une femme autiste franco-libanaise, encore plus surprotégée et infantilisée que les autres». Quand c'est venu le moment de faire ma première fois avec mon copain de l'époque, quand j'avais 17 ans, j'avais déjà fait des préliminaires tant que je n'avais pas de contraception. Mais quand j'en ai eu une, j'ai invité mon copain en vacances. J'ai voulu faire ma première fois. Le copain de l'époque n'a pas réussi à me pénétrer. J'ai fait du vagincime, je sais pas ce que c'est. Apparemment, elle dit que c'est un trouble sexuel qui fait en sorte que la femme ne peut pas être pénétrée. Que ça a pu être provoqué par ces troubles, par des troubles psy. Pour elle, c'est du coup tout ce qu'elle a vécu quand elle était gosse. Donc ça regroupe, ce que tu disais plus tôt, sa malice, j'ai l'impression. Oui, on n'a pas du tout parlé, par exemple, de notre origine sociale. Donc elle parle de son origine, C'est vrai, ethnique, c'est vrai, mais le milieu social dans lequel on grandit aussi, c'est vrai qu'on conditionne n'en a beaucoup pas parlé, ouais. les types de traumas auxquels on va être exposé, quoi. Donc moi, je viens d'un milieu, ouvrier, j'ai un père alcoolique, donc forcément, c'est des situations qui, en elles-mêmes, vont générer plus de difficultés que si on vit dans un milieu, aisé où on n'a jamais de problème d'argent, où les problèmes de Après santé ça sont traités en temps et en heure ou ouais, ce mais genre de choses, quoi. ça exempte pas quand même, les abus, quoi. Dans le milieu bourgeois, Mmh, mmh, c'est mmh. quelque chose quand même de Bien très, très sûr, présent et même encore plus bien tabou, je sûr. dirais, quoi. Mais, je sais pas pour autant pour, réduire, du coup, ton histoire. C'est vrai que du coup, je Non, pense non, qu'en bien sûr, mais c'est fonction juste des milieux que sociaux, ça apparaît, quoi. ouais et la façon, en fait, dont ça apparaît est pas la même, enfin la manière dont ça se manifeste si on vient d'un milieu populaire ou d'un milieu aisé, pas la même. Après là, on va renvoyer vers le féminisme intersectionnel. Alors moi je t'entends loin, Samalis, donc j'ai eu le début de ta phrase, mais pas la fin. Ouais. Ouais, je pense qu'elle a pas compris l'entièreté de ta phrase. Si tu pouvais lui redire, peut-être qu'elle avait besoin de rebondir dessus. La manière dont on vit sa sexualité en tant que femme ou son intimité en tant que femme n'est pas la même selon si on vient d'un milieu aisé ou d'un milieu populaire et le type de comment dire? La manière de vivre les traumatismes n'est pas la même non plus. Ça veut pas dire que c'est pire ou que c'est moins bien, mais juste que c'est différent, quoi, ou que c'est mieux, ouais. Mais ouais, c'est Donc vrai là, qu'on a je renvoie vers le féminisme intersectionnel.
C'est vrai qu'on n'a pas du tout pensé en effet à parler de que le fait que le milieu social en effet joue Mmh, énormément, mmh, sans mmh. compter, les origines, comme cette jeune femme, comme Jeanne du coup qui témoigne par Mmh, écrit, qui a en mmh, effet le mmh. côté, avoir plusieurs nationalités, plusieurs cultures, la religion qui est Ouais. très, Enfin, très, des très fois, même si on est, tout à fait, on va dire dans une classe, de normes, ou ouais, ou une classe normée, on va dire classique, des parents classiques, une vie classique, je veux dire pas de coutumes particulières, c'est pas forcément mieux non plus. En fait, je pense que, effectivement, je pense qu'il y Effectivement. a il y a un vrai rapport à effectivement d'où on vient, effectivement, ça peut changer beaucoup de choses. Je pense que dans les milieux friqués, c'est pas mieux, mais c'est peut-être plus caché finalement. ah Et ouais, peut-être que les complètement, choses sont pas forcément prises en compte non plus, Oui, quoi, finalement. Elles sont peut-être, oui, oui, vraiment pas prises en compte non plus. Moi, je viens d'un milieu oui, oui. totalement modeste, avec une enfance de merde, avec un père qui a battu ma mère pendant des années. Enfin bon, voilà, des traumas importants. Effectivement, j'en ai payé le prix, mais je me sens pas plus défavorisée qu'un autre. Et ma mère a toujours géré, en temps et en heure ce qu'il fallait pour nous dans ses possibilités. Donc, je sais pas, mais Je effectivement, pense. ouais, je pense que ça a aussi un impact, c'est évident. Cette jeune femme, libanaise, française, effectivement, c'est évident qu'il y a d'autres coutumes qui appuient un peu plus là où ça fait mal, quoi. mmh. C'est qu'il y a quelque chose de très culpabilisant en fait en fonction des cultures. Globalement, malheureusement en fait, il y a beaucoup de cultures en fait où la femme elle a pas du tout le même Mmh, statut que mmh, l'homme et de ouais. fait, il y a des injonctions, sociales et puis religieuses en fait qui tombent. Mmh, mmh, Le témoignage d'une amie qui m'a raconté ça il y a 10 jours. En fait, elle me parlait d'un viol qu'elle avait subi par un ami. Et d'ailleurs, elle était au Liban à l'époque. Et en fait, elle était en soirée avec un ami et puis il lui a fait des avances et puis elle lui a dit non. Et en fait, elle a justifié un peu le truc. Elle a dit: «Non, je peux pas parce qu'en ce moment j'ai un blocage, à ce niveau-là». Et en fait, le gars, il lui a dit: «Ah bah attends, moi je sais ce qu'il te faut» et paf, il l'a violée. D'accord, Et après OK, ouais. et après super. du coup, bah, elle pleurait et le gars, il lui dit: «Bah, pourquoi tu pleures?» Et elle lui dit: «Bah, en fait, tu m'as violée». Et le gars, il fait: «Mais comment ça, je t'ai violée?» «Non», enfin, il comprenait pas. Et du coup, elle lui a expliqué et le gars n'était pas libanais. Il venait d'Afrique, je sais plus quel pays d'Afrique. Et il a dit: «Mais en fait, si ce que je t'ai fait là, c'est un viol, ça veut dire que toutes les filles qui ont 15 ans et qu'on marie avec des mecs qui en ont le Mmh, double, mmh, quand ils vont en fait, c'est des viols à chaque fois?» Et elle lui a dit: «Bah, oui». Et en fait, elle l'a revu des mois après, le gars avait fait une dépression de malade parce qu'il avait pris conscience en fait de ouais, ouais. de C'était pas l'impact que normal. c Ouais. voilà, de la chose sur la vie de la société dans laquelle il avait vécu, quoi. Des femmes et enfin, le traitement des femmes. Ouais, ça l'avait retourné, quoi. C'est très banalisé en fait quelque part Ouais, quoi. ouais, ouais. C'est très, 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 très banalisé donc après j'ai lu un truc, il y a pas longtemps, c'est qu'en fait il y a une nana qui disait: «Je trouve ça dommage de dire qu'en fait, on ent enfin, on porte la voix des femmes et les femmes, en fait, sont plus mises en avant et cetera». C'est pas, en fait, qu'avant, ça c'est très, elle disait: «C'est très réducteur». C'est comme si, en fait, avant, elles avaient jamais parlé. Mais c'est pas qu'elles ont Mmh, jamais parlé, c'est qu'on les a mmh. jamais écoutées, On en les fait. écoutait pas, Elles ont ouais. pas le Mmh. droit à la parole déjà, donc Non pas que le sujet nous intéresse pas, on va essayer un petit peu de se recentrer sur la thématique de ce podcast. Ouais, oui. c'est vrai que du coup, j'étais en train de réfléchir, ça m'alise vis-à-vis de cette espèce de conceptualisation de l'acte. Je l'ai ça me enfin, c'est assez étonnant parce que autant, je suis très, très à l'aise sur le sujet du sexe et ça me dérange pas d'en parler, mais autant, tu vois, je crois que je serais gênée, je sais pas, il y a une forme de gêne de dire, ce qui va se passer. J'y arriverai pas. J'y arriverai pas du tout. Je sais pas comment tu arrives à le faire, quoi, parce que je pense que ça pourrait me plaire, hein, en plus, si j'ai quelqu'un en face de moi Concrètement qui me non, dit: mais «Mais ça me concrètement, soyez troublerait», quoi. j'avoue que les quelques fois où j'ai fait ça, en fait, Mmh. on l'a fait, avant de se voir par texto. Ah, par texto, je dis pas, c'est autre chose. Moi, je pensais de Mmh, visu, en fait, tu vois? mmh. Les quelques fois où on en a vraiment discuté avec beaucoup de détails, c'est parce que je savais que quand on allait se voir, j'aurais forcément envie ou l'autre personne aurait envie et comme j'avais un peu peur de comment ça allait se passer, le fait de beaucoup détailler, de parler de mon désir par écrit, en amont,
Mmh. Ça a vraiment détendu les choses. Ouais, parce que moi, je Enfin, pensais que tu c'est le faisais à l'oral, quoi et moi, je serais hyper gênée. Enfin, ça je pense que ça m'exciterait, mais il y aurait une forme de gêne, enfin, je serais voilà, troublée, c'est ça. mais je serais Mmh. je ferais du mutisme, en fait. J'arriverais pas à rendre, l'appareil. Je serais incapable de le faire, clairement. Ben moi, à Je l'inverse, j'ai su poser les questions à mon mari, effectivement, en lui disant: «Est-ce que ça, t tu aimes bien? Est-ce que» voilà et effectivement, j'ai réussi à lui dire. OK, OK. Mais du coup, Lui concrètement, est un moi, peu plus je gêné. j'aimerais bien réussir à le verbaliser de visu en étant avec la personne. C'est un Mmh. peu un but que je me suis fixé, hein. Ah ouais, enfin, tu as du coup ouais, moi, je pense pas qu'un jour j'arriverai à ce stade-là, en toute franchise, hein. Je sais pas. Enfin, c'est comme moi, il y a un truc qui me bloque vraiment sur les rencarts que j'ai pu avoir, c'est, le premier pas. Mmh. Ah oui. Le premier Mmh. pas, quoi. C'est-à-dire que du coup, je vois l'autre qui se rapproche. J'ai l'impression, métaphoriquement parlant, que j'ai un train qui est en train de me foncer dessus et là, en fait, je lui dis: «Tu es en train de te rapprocher là?» «Bah oui». Pourquoi tu te Ouais. rapproches?» Bah Je suis oui, pas très à l'aise là, en fait, «Bah oui, mais en fait, bah oui. au bout d'un moment, on est d'accord qu'on a envie tous les 2». «Ah non, mais totalement, mais là, c'est un peu trop rapide, tu» Mmh. Mmh. Voilà, c'est ça. et puis Et quand moi, il se j'aimerais jette que la sur toi, personne, alors avant de là se rapprocher, me dise un truc du genre: «J'ai envie de te prendre dans mes bras» oui, ou «J'ai bah, envie je de suis t'embrasser». Mmh. totalement d'accord là-dessus, ouais. Voilà. Alors là, vraiment, oui. Mais pour moi, ça va pas casser le truc, au contraire, ça va me donner encore plus envie de le faire, quoi. Et alors ça, c'est pour moi, ça serait vraiment pour une personne que je connais pas, parce qu'avec mon Ouais. compagnon actuel, du coup, il y a pas de souci, quoi. On se connaît, donc ça se fait. Mais non, mais non, mais non, mais une personne qui se Ouais, jette même sur toi comme, la misère sur le monde, j'ai pas très Mmh. envie. Mmh. Mmh. Généralement, ça me met dans non, une ça angoisse existentielle, c'est pas du tout agréable, quoi. clairement, ouais. Ouais, clairement, ouais. Bah, moi, je sais pas, moi, ça ne m'est pas arrivé depuis bien longtemps ou en tout cas, je sais pas le remarquer parce que je pense que j'interprète mal les choses, mais effectivement, ouais, je peux comprendre. Là, c'est pareil, je suis avec mon enfin, voilà, je suis mariée, on est ensemble depuis 15 ans, donc on a vraiment confiance. On peut se parler, mais effectivement, si j'étais célibataire et que, c'était là, une première fois et que quelqu'un réagirait comme ça avec moi, ce serait compliqué. Ah bah, ouais, c'est hyper intrusif, quoi. Enfin, il y a un autre truc, mince, je voulais rebondir dessus, puis ouais, la séduction. Est-ce qu'on parle maintenant de la séduction? C'est-à-dire, quand, du coup, tu as des personnes, ou une personne généralement, vu qu'on est assez, comment dire? Exclusive, Mmh. qui du coup pense que toi tu es grave à fond sur lui ou sur elle et puis que toi en fait pas du tout, c'est juste que la personne elle te plaît dans son entièreté, mais que sexuellement c'est un petit peu le Sahara, il se passe rien. C'est quelque chose que vous avez Ouais, déjà vécu ou pas? Parce que je c'est pense que la l'histoire de phase ma de vie. la phase de séduction, on en a pas assez parlé quoi, c'est, les loupés, tu Ah, sais que moi, tu étais je joue amoureux de pas, moi il y a hein. 5 ans? Quoi? Tu étais amoureux de moi? Tu rigoles? Ouais, Ah ouais, si, ouais, si. c'est ça. C'est exactement ça. Moi, je sais pas jouer au jeu de la séduction, je joue pas. Moi, Mmh. je suis hors Mmh. jeu dès le début, quoi. Si je Mmh. joue, je perds, donc je joue pas. Ouais, c'est Et du coup, un concept comment ça se particulier, passe? ouais. Comment ça s'est passé du coup, vos phases où, enfin, déjà est-ce que vous savez séduire quelqu'un? Alors hormis le côté très robotique dont tu as parlé, Samalis, mais Mmh. vraiment sur le fait de j'ai quelqu'un qui m ouais, j'ai un coup de cœur quoi, j'ai envie de me rapprocher de la personne. Est-ce que vous savez vous y prendre ou envoyer des messages, non verbaux qui font comprendre que la personne vous intéresse? C'est un truc dans lequel vous êtes doués ou pas? On est juste, Non. vraiment à la ramasse Alors sur moi je tout? pense moi je pense Ah pas non. non plus, je pense pas non plus. Je pense que même que je n'ai jamais fait le premier pas, donc alors j'ai pas envie de rester là-dessus parce que ça on pourrait entendre que finalement mon mari m'a choisi et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Mais Peut-être un mariage effectivement, arrangé, on sait pas. voilà, mais c'est pas le cas. Mais effectivement, non, si aujourd'hui j'étais célibataire et qu'effectivement il faudrait que je rencontre quelqu'un, je pense que bah, déjà, j'ai du mal à savoir si on fait une blague ou pas, donc en fait, ça va être hyper compliqué, quoi. Parce que et de l'autre côté, on peut aussi renvoyer quelque chose. Quand quelqu'un nous plaît, mais qui nous attire pas forcément, on peut aussi renvoyer quelque chose, de: «Tiens, j'ai l'air de l'intéresser». Donc du coup, je pense que Ouais, c'est le positionnement est hyper tellement. compliqué, quoi. Ouais, ouais.
Ah, puis il y a ce côté, je pense aussi, enfin moi j'ai pris le parti, surtout dans des relations amicales parce que ce qui a vraiment été compliqué pour moi, c'est que j'ai côtoyé, j'avais plus, une sphère amicale masculine, Mmh. et de fait, quand tu as une nana qui est dans un groupe de garçons, bah, fatalement, il y a Mmh. plein de Mmh. choses qui se jouent et Bah, oui. j'ai pris le parti, en fait, au bout d'un moment de dire aux garçons que j'appréciais, c'est-à-dire humainement parlant, sur des valeurs que je partageais avec eux, il se passerait rien. Alors que généralement, c'était assez brutal parce que je savais pas m'y prendre, donc ça commençait par, «Je ne suis pas un vagin sur pattes et tu ne Mmh. rentreras jamais dans celui-ci». Voilà, c'est Ah oui. tu peux faire une croix dessus. Tu veux faire une croix dessus, c'est pas possible en fait, je t'apprécie beaucoup, mais il y a pas d'ambiguïté entre toi et moi, donc commence pas à te faire des films parce que je compte pas enfin, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait qu'on me dise en fait que derrière, intentionnellement, j'ai fait souffrir quelqu'un parce que je lui ai fait croire que j'allais vouloir sortir Mmh. Mmh. sortir avec lui. Alors que c'est pas vrai parce que moi, du coup, dans mon comportement, quand je l'analyse, j'étais totalement en fait, ordinaire. C'est juste que, vu que la personne m'intéresse, j'ai envie de passer du temps avec. Je m'intéresse à elle, je pose des questions, on délire, on fait des trucs ensemble et ça veut pas dire pour autant qu'il y aura une finalité amoureuse, Mmh. sexuelle ou Mmh. quoi et du coup, c'est super compliqué de s'entendre dire, en gros: «Tu es une allumeuse, tu es une salope, Oui, tu as fait ça, oui, ça, ça». oui. Non mais gars, en fait, tu es en train de transférer sur moi tes propres désirs. Tu t'es imaginé qu'il allait se passer des choses alors que moi, quand je regarde, en fait, mon comportement vis-à-vis de toi, j'ai pas du tout été dans l'ambiguïté, quoi. Bah, si tu veux, moi je Et partage complètement ton expérience. J'ai vécu la même chose, c'est-à-dire entourée par des groupes d'amis essentiellement masculins, dont qui tombaient amoureux de moi et que je ne me rendais pas compte. Et puis moi, ils me plaisaient, donc des fois même, ça m'est arrivé de coucher avec des amis parce que, bah, je sais pas, pour s'amuser, quoi. En fait, ils étaient amoureux et c'est ça des leur a amis, brisé quoi. le cœur, quoi. Ouais, la Bah, frontière entre l'amour, l'amitié, tout ça, bon, voilà. Et ça leur a brisé le cœur. Et du coup, après, les autres, ils me disaient, mais tu te rends compte ce que tu lui as fait? Et moi, je dis, bah, je savais pas qu'il était amoureux de moi, il me l'a pas dit, quoi. Enfin, voilà. Mais c'est gênant, c'est très gênant. Mais le c'est plus gênant et gênant, puis, c'est quand ouais. c'est la réciproque. C'est-à-dire que c'est moi qui vois des signes là où il n'y en a pas. Ah ouais, 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 ouais. Ou tu te fais des Et du films. coup, bah oui, Enfin moi je ça tombe m'est déjà amoureuse et puis je crois, et puis en fait, l'autre, non, non, pas du tout, quoi. Voilà. puis, j'ai l'impression aussi que quand tu es, alors après je sais pas si, les nanas, sans autisme fonctionnent comme ça, mais il y a une forme d'obsession de la personne, quoi. C'est-à-dire, c'est horrible. Enfin moi je me rappelle un de mes premiers copains, il m'avait sur mon premier portable c'est pas tout récent. Il m'avait laissé un message vocal, je devais l'écouter au moins 50 fois par jour juste pour entendre sa voix et pour m'éviter de l'appeler, juste pour avoir Mmh. le son de sa voix, en fait et il y a quelque chose de très obsessionnel. Je sais pas si vous, ça vous parle ou pas, Mmh. encore Mmh. une fois? Ouais, le côté Attends, obsessionnel, ouais, ça peut être terrible. C'est dingue, quoi. Tu passes pour, moi, une espèce d'hystérique, Mais pour pas moi, c'est forcément dans difficile. l'amour, en fait, hein, chez moi. Ah, c'est plutôt amical, toi, du coup? Bah, pas forcément non plus. Je dirais que non, mais Alors c'est c'est bah, du coup, on va s'égarer peut-être un peu, mais le côté obsessionnel, enfin, moi, je pense qu'il faut vraiment enfin, il faut en parler. Je pense que ça moi, ça fait partie de moi. Heu, une voix effectivement, sans avoir et je pense que là, il y a aussi le terrain de, j'aime, mais jusqu'où j'aime, finalement. Mmh mh. Et comment j'aime, de quelle façon j'aime parce que, exemple très concret, je suis sur Benjamin Biolay au niveau musical, à fond et j'ai besoin d'aller au bout du bout, en fait, de voir toute son historique, de connaître, toute sa vie, de savoir d'où il vient, voilà, donc là, il y a un côté obsessionnel. Par contre, dans l'amour, honnêtement, si, alors à part le côté, exclusif, vraiment, je pense pas avoir ce côté, obsessionnel, je ne pense Ouais. pas. En fait, moi, dans mon cas, il y a ce côté obsessionnel, mais c'est pas, à mon avis, c'est pas dû à mon autisme, c'est dû au fait que j'ai une grosse Ah, dépendance alors, affective. Associée à l'autisme, c'est quand même un truc pas cool du tout, mmh, quoi. Je pense qu'on est beaucoup, en fait, dans ce cas-là parce que il y a ce côté de la dépréciation de soi dès l'enfance, Oui, bien parce qu'il sûr. y a Mmh, ce décalage, cette bizarrerie, oui. ouais, Et puis qui du coup, peut ça, qui peut être ça fait que tu es compliqué. en permanence dans le rejet et donc ça crée des blessures d'abandon assez fortes. Mmh.
Et du coup, on recherche quelque part un amour inconditionnel, Mmh, là mmh. où on ne peut pas en trouver quoi. Un partenaire Sincère, amoureux, ouais, c'est moi, pas c'est un vraiment la papa ou une maman, sincérité, quoi. quoi, du lien, je pense. Il y a la sincérité du lien parce qu'il y a aussi le côté un peu désabusé des relations sociales où, il y a, heu, enfin, personnellement, j'ai beaucoup de mal à comprendre les personnes qui ont des amitiés qui sont très orientées, genre, tiens, je reste amie avec, Jean-Pierre parce que Jean-Pierre, du coup, il est directeur et puis, quand il y a des invendus, il m'enfile. Enfin, les gars, c'est pas vraiment de l'amitié, quoi, là. On est vraiment sur quelque chose de clairement intéressé. Ou tiens, je reste amie avec, Josiane parce que Josiane, du coup, des fois, elle part à la montagne et puis, elle connaît des bons coins, mais sinon, mis à part ça, on se parle pas. Enfin, Non, mais il y a pourquoi vraiment des gens qui fonctionnent comme ça? mais clairement! Pardon, Mais je suis mais un peu naïve clairement, parfois, mais hein. c'est enfin, moi, c'est ça que j'ai du mal aussi à comprendre, c'est, Mmh. Mmh. quand tu es avec quelqu'un pour tout ce qu'il est et pas pour ce qu'il t'apporte, quoi. Tu Mmh. es Mmh. avec lui pour ses valeurs, pour, même ses défauts, enfin, il y a une entièreté de choses qui font qu'il y a quelque chose de très attachant et de très sincère et je pense que c'est pour ça que c'est aussi, destructeur, en fait, dans nos relations autant amicales que sentimentales. Quand il y a une rupture, c'est qu'en fait, il y a une perte totale de repères. Mmh. C'est tellement Mmh. rare de Mmh. trouver quelqu'un qui vient quelque part remplir, le petit morceau de puzzle, en fait, qui nous manque, que quand cette personne part, en fait, il y a plein de trucs qui s'effondrent et c'est là qu'on peut tomber dans des déviances, au niveau sentimental, sexuel, voire amical, où on peut se faire, user jusqu'à la moelle par des personnes qui sont clairement mal intentionnées, quoi. Mmh. Mmh. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'on est si, sensible et si, fragile vis-à-vis des prédateurs en globalité, quoi. C'est pas un truc, super évident. Moi, je sais que, on parlait tout à l'heure de la frontière entre l'amitié et l'amour. C'est un truc, moi, ce qui m'a énormément questionnée, c'était juste, du coup, Clam, ce que tu as dit, savoir, Ouais. comment on aime, de quelle manière. C'est Mmh. super Ouais. dur quand tu te Mmh. construis, que Mmh. tu es adolescent ou adolescente et que tu passes tout ton temps avec quelqu'un parce qu'on est très exclusif justement et qu'enfin il y a une personne, qui vient, à répondre à ce besoin d'exclusivité. Au bout d'un moment, c'est vrai qu'on se pose la question, mais, est-ce que je serais pas amoureux ou amoureuse en Mmh. fait de Mmh. cet ami? Mmh. Ouais. Mmh. Et c'est vertigineux quoi parce que moi je me dis déjà si je me pose la question, c'est peut-être qu'il y a quelque chose, mais du coup je suis en train Mmh. Mmh. je vais y arriver, Intellectualiser le truc. intellectualiser, merci. Alors qu'en fait c'est pas du tout le cas, c'est juste qu'on est très proches, il y a quelque chose de fusionnel quoi. On est Puis il vraiment y a sur de besoin de la sens fusion, aussi. c'est ça. Et puis c'est ouais, je sais pas, c'est un peu ouais, c'est vraiment vertigineux, c'est ce côté, je m'entends tellement bien avec la personne que limite, ouais, il y a pas de souci, mais ouais, Mmh. je sais pas Mmh. comment Mmh. expliquer ça. C'est quelque chose que vous avez ressenti ou vous avez pu vivre de votre côté aussi ou pas? Ouais. Alors ouais, vas-y Samalis, parce que moi niveau amitié, j'ai pas grand-chose à raconter donc bon. Non, mais Moi, après je vais très même au niveau de tes expériences, tes ressentis, tu vois, c'est de manière globale, pas forcément actuelle, mais, des constats que tu as pu faire ou pas, hein, ça peut être Ouais, aussi moi je me rends l'inverse. compte que je suis totalement entière et qu'effectivement c'est très exclusif, mais malheureusement ça peut être aussi un passage. Parce que je suis liée à une personne avec une grande sincérité, mais pas sur tout. Et quand je le suis pas sur tout, ce qui est rare, parce qu'on peut pas être connecté sur tout, ben j'arrive plus. Ce petit truc va me bloquer et du coup en amitié, comme j'arrive pas à faire demi-mesure, ben c'est ou tout ou rien, quoi. Mmh. Mmh. Par contre, en Ouais, amour, bah aujourd'hui, voilà, enfin moi je pense m'être connectée à moi depuis plusieurs années, grâce à moi certainement, à la vie, à mon mari aussi, hein, c'est clair, à notre famille, et cetera. Je ne me vois pas, heu, sans lui. Je me vois pas me séparer de lui. Je me vois pas divorcer. Je me vois pas recommencer une vie sans lui. Mmh. Je ne le vois pas. Je ne le conçois même pas. Bah, c'est chouette. Ouais, C'est bah, ouais, vachement ouais, bien. ça va parce que pour l'instant, c'est réciproque, quoi. Donc ouais, pour l'instant, ouais. Mais moi, oui, j'avoue là, je que sais ouais, c'est pardon, vas-y, différent. Samalis. Non, pour moi, c'est très différent. C'est que j'ai des relations, très fusionnelles avec mes amis, hommes comme femmes et quand j'ai une relation, fusionnelle avec quelqu'un, presque j'ai besoin de savoir si je couche avec cette personne, si ça va le faire ou pas.
Et mon médecin qui me suit on en a parlé tout à l'heure, il m'a dit qu'il fallait que j'apprenne que je pouvais obtenir de l'affection des gens sans passer par la sexualité. Mm. Mmh. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, j'ai eu des relations sexuelles avec certains de mes amis, euh, mais en sachant qu'on est amis et qu'on fait ça parce qu'on a envie d'essayer, quoi. Et Ouais, mais c'est un peu qui tout bah, double en fait, tu vois, c'est ouais, ça le c'est ça. truc, Mais c'est. c'est arrivé plusieurs fois. J'essaye d'embrasser un ami, on s'embrasse, et puis au bout de 2 minutes, on se regarde et on se dit, ouais, en fait, non, on va pas faire ça. Non, on va pas. Et puis voilà, c'est bon, on passe à autre chose, Parce on en que rigole après, après. je pense que quand il y a la fusion, il y a il y a quand même un aboutissement et enfin, ce qui est dommage, c'est de s'imaginer que cet aboutissement, ce soit forcément par un passage sexuel, quoi. Je pense Mmh. pas que ce Mmh. soit Mmh. obligatoire, mais je sais pas comment expliquer ça. Peut-être que c'est le Mais fait de sentir le corps de l'autre contre le soi, ou qu'il y ait pénétration et qu'on se dise il y a une forme d'entité, que la fusion elle est vraiment aboutie, quoi. On est vraiment au bout. Mais franchement, c'est qui tout double, quoi. Soit du coup la personne devient ton compagnon ou ta compagne, soit sinon ça pète totalement tout. Ou soit sinon, ouais, des moi, fois, comme tu le disais, ça malice, quoi. Il se passe, c'est juste, bah non, quoi. On va pas le faire parce que il y a quelque chose de, on n'en est pas du tout à ce stade-là. ouais. Après, moi, je me définis comme polyamoureuse. Bah Donc, justement, je voulais en venir parce qu'on parlait d'exclusivité et justement, t'en avais parlé, enfin, tu m'en avais parlé en mail. Euh, tu pourrais du coup nous en dire un petit peu plus parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui peuvent se sentir concernées par cet aspect-là. c'est que l'exclusivité de la relation, pour moi, ça veut pas dire enfin, ça veut dire que quand je suis avec la personne, je suis 100% avec elle, dans mon corps, dans mes pensées, etc. Mais comment dire? Et à chaque fois que j'étais en couple avec quelqu'un dont j'étais amoureuse, ça m'empêchait pas d'avoir des sentiments amoureux pour d'autres personnes. Ça me faisait beaucoup culpabiliser d'ailleurs. Et puis en fait, de me définir comme polyamoureuse, j'arrête de culpabiliser pour ça. En plus, maintenant que je suis plus ou moins célibataire, si j'entre en relation avec quelqu'un, et ben, je dis à la personne que tant qu'on est, enfin, que ce sera pas une relation du coup exclusive. C'est-à-dire que par ailleurs, je pourrais avoir des relations avec d'autres personnes. Donc là, du coup, il faut que la personne avec laquelle j'entre en relation soit d'accord en amont, en fait. Sinon, j'entre pas en relation avec cette personne. Et tu arriverais du coup à exprimer en fait, ce qui t'a fait, pencher vers des relations polyamoureuses plutôt qu'exclusives? C'est quoi? Qu'est-ce que ça t'apporterait plus qu'une relation exclusive du coup? Bah, typiquement, comme je suis bisexuelle, je peux pas choisir entre un homme et une femme, quoi. J'aime vraiment les deux. Et, et si un jour je me mets en couple avec une femme, et ben, c'est pas pour autant que je voudrais renoncer à avoir une sexualité avec des hommes et inversement. OK, Et le truc, c'est que j'envisage plus aujourd'hui d'avoir une relation sexuelle avec une personne pour laquelle j'ai pas des sentiments amoureux. Donc d'accord. voilà. Idéalement, j'aimerais bien avoir une relation, on va dire, fixe avec un homme et avec une femme, mais indépendamment, chacun de son côté. Un trouble. Mm. Non, parce que vraiment, vraiment chacun chez soi, et puis les deux entre eux, s'ils se laissent pas, c'est mieux. Ouais, c'est vrai, sinon c'est un coup avoir des emmerdes, fois 2 quoi, ouais. Bah, c'est que j'ai pas envie, enfin, comment dire? Même en ce moment, je suis en relation avec une femme, qui elle-même, par ailleurs, a des relations avec d'autres personnes, mais j'ai pas envie de savoir avec qui, ce qu'elle Mmh. fait ou Mmh. quoi. Ce si j'ai trop d'informations, je vais commencer à être, jalouse, parano ou je sais pas quoi. Je préfère rien savoir et la laisser vivre sa vie tranquillement. Pour moi, dans le polyamour, il y a une notion très importante, c'est la non-possession. Heu, Chacun a son propre corps et voilà, il en fait ce qu'il veut. Il y a une autre notion importante, c'est la compersion. C'est-à-dire que de savoir qu'une personne que j'aime va pouvoir être, comblée dans ses besoins, dans ses marques d'affection et cetera. J'ai perdu ma phrase. Mmh. Et bah, La du coup, ça compersion, c'est le fait du coup de dire que tu ne peux pas le ou la satisfaire totalement, non, qu'une autre personne c'est le peut, plutôt non? que non, c'est plutôt de me dire que si la personne que j'aime, elle va être en relation intime avec une autre personne qui va répondre à des besoins auxquels moi je peux pas répondre, et ben, je suis contente pour elle Mmh. Mmh. parce que tout simplement. Au lieu de me dire: «Ah non, ça veut dire que je suis nulle, qu'elle m'aime pas ou quoi», bah, non, je vais me dire, c'est bien pour elle, quoi. Elle va pouvoir découvrir des plaisirs que moi je peux pas lui faire découvrir ou des choses comme ça. Donc il y a Moi, vraiment un lâcher prise. c'est
Enfin, moi, il y avait un côté vachement plus égoïste, je dirais, en fait, sur le polyamour. Ce qui m'avait intéressé, c'était pas tant le fait que l'autre, du coup, puisse faire ce que bon lui semble de son corps, c'est que c'était encore plus dénaturé que ça. C'est qu'en fait, j'étais dans une période où j'avais tellement été utilisée par mes partenaires, de toutes les façons que ce soit. J'avais tellement été désabusée du coup, que je me disais que je ne pourrais plus rencontrer de personnes qui pourraient justement me combler totalement. Parce que j'étais quelqu'un de trop complet, de trop complexe et que, limite ce serait un fardeau que de demander à une seule et unique personne de pouvoir m'apporter ce dont je peux avoir besoin Oui, et de fait, j'étais aussi, je me lassais très vite à une époque. J'avais des relations très, très éphémères. Parce qu'en fait, la personne, j'avais l'impression d'avoir fait le tour d'elle, assez rapidement. Je trouvais que les gens étaient oui, insipides, qu'ils se ressemblaient tous, enfin voilà et le polyamour m'attirait parce que je me disais qu'à travers plusieurs personnes, je pourrais avoir une forme d'entité parfaite de la personne que je recherchais c'est ça. et il y avait aussi ce côté, il y avait aussi ce côté intéressant en fait, de pouvoir, maintenir, ouais, quelque chose de fixe, de relativement stable dans quelque chose en fait qui n'est pas qu'avec une seule personne. Après le truc moi qui me gênait, bon en effet il y avait le côté possessif et tout, mais c'était même pas tant ça, c'était plus le truc de pas me planter en fonction des informations que je pouvais avoir de genre, hem genre José, je suis en couple avec lui, puis à côté du coup j'ai Quentin et puis en fait, je me plante à un moment donné, je vais dire à Quentin: «Et du coup, avec ta femme, c'était bien en Espagne?» «Mais j'ai pas de femme et je suis pas allée en Espagne». «Et merde, j'ai confondu avec José et je suis Ouais, désolée». ouais, bah, ouais. Mais dans mon cas, c'est quand même plus pratique parce que du coup, c'est un homme et une femme. Donc pour les confondre, c'est déjà plus compliqué, tu vois? Ouais, 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 mais c'est que du coup le polyamour, c'est pas forcément sur, quelque chose de duel, tu es pas forcément qu'avec que 2 Non, non, c'est sûr. personnes, Non, c'est c'est sûr. Mais après moi, c'est c'est super pour ça que large, moi quoi. c'est pour ça que je dis dans mon cas, voilà. Ouais, Dans mon cas. Et y a ap sinon, je pense que pour moi, le polyamour, il est aussi peut-être lié à cette dépendance affective que j'ai. Donc il y a ce oui, côté rassurant dont tu parles, que s'il y a une relation qui s'éteint, bah, il y en a toujours une autre qui c'est qui ça, compense en quelque c'est sorte. ça. Ouais, Et ouais. c'est vrai que j'exclus pas, comme je travaille beaucoup en ce moment sur cette blessure d'abandon, peut-être que si un jour elle est réparée, j'aurai plus ce besoin d'être dans des relations polyamoureuses. C'est possible, je ne sais pas. Ouais, je t'avoue que moi je suis pas enfin, j'avais en effet ce souci, le côté très abandonné qui est très, très dépendant des autres, quoi. Après, je pense que ça a changé du moment où je me suis dit que je pouvais pas demander à autrui ce que je pouvais pas m'apporter moi-même en priorité. Il y a des besoins qui sont fondamentaux chez toute personne et ces besoins-là, en fait, il y a personne d'autre que soi-même qui peut les créer et en particulier la sécurité. C'est quelque chose qui nous Ouais, est très, très intrinsèque et du moment où j'ai exactement. capté ça, je me suis dit: «Putain, mais en fait» limite d'abord j'ai eu une grosse phase de culpabilisation. Je me suis dit: «Mais je suis un monstre, j'ai obligé quelque part des personnes à m'apporter, des choses qu'elles pouvaient pas m'apporter, même si elles essayaient de me contenir, d'être bienveillants ou voire d'être des grosses personnes pas du tout, j'allais dire plein de gros mots, des personnes pas du tout, justement, safe quoi, pas du tout sécures et quand je me suis dit: «Mais en fait la sécurité je peux me l'apporter toute seule», mais putain ça m'a tellement changé la vie quoi. J'étais beaucoup plus sûre de moi et surtout je pouvais dire, en entrant dans une relation, je suis assez bien dans mes baskets parce qu'en effet il y a un passif un peu compliqué, il y a une vie complexe, mouvementée, mais aujourd'hui du coup je peux dire que ce qui m'a manqué, je peux me l'apporter toute seule. Donc tu n'as pas à t'inquiéter de devoir m'apporter ça et ça a simplifié énormément mes relations amicales et sentimentales. Et puis, ça a surtout, assouvi cette soif de découvrir les gens et puis d'arrêter de les jeter, en fait, comme des mouchoirs parce que, bah, malgré moi, moi aussi, du coup, j'ai été maltraitante Ouais. et c'est le fait de se dire: «Bah, en fait, j'ai plein, plein de personnes, autour de moi». Il y a ce côté un peu aussi, vertigineux, un petit peu, il y a une ivresse d'être entouré de personnes, où tu passes que les bons Ouais. moments, en fait, quand tu es polyamoureux, quoi, en fait.
au final. Ouais. C'est que des bons moments, puis tu pas les emmerdes, d'un couple classique quoi, genre les disputes, «Ah bah tiens, tu pas vidé le lave-vaisselle» ou «Tu laisses traîner tes caleçons» ou ci ou ça. Mais il y a quelque chose de très, très grisant, c'est difficile, c'est un peu une addiction, hein, je pense. On peut clairement tomber sur un truc hyper, hyper Ouais. déviant et vraiment malaisant, quoi. Mais je pense que moi, ce qui m'a vraiment apporté, c'est ce côté de me dire: «Je peux m'apporter toute seule cette chose-là». Mais enfin, après, c'est plus de dire: «Mais merde, comment je vais faire?» Mais ça m'a vraiment permis de plus être attirée par ça et du coup d'être stable dans ma relation actuelle, hein, ce qui m'a pas je dis pas que non plus ça a été non plus rose dès le départ, mais c'est un soulagement et puis il y a une forme de ouais, je dirais de lâcher prise parce que je sais qu'avec mon compagnon, par exemple, on peut croiser un homme ou une femme dans la rue sans pour autant se projeter à dire: «Ah, on va faire un gros plan à 3, ça va être génial». Non, non, c'est plus de dire: «Tiens, la personne, c'est une belle femme, c'est un bel homme». On arrive à échanger, du coup, sur nos expériences passées, ce qui est pas toujours possible dès qu'on est vraiment détaché de ça. On peut ressentir une pointe de jalousie vis-à-vis de: «Bah, tiens, tu as fait ça avec ton ex, du coup, j'ai pas envie que tu le fasses avec moi». Enfin, on s'est déplacés, machin et tout. Je pense que c'est hyper décomplexé, en fait, du moment où on se dit: «Bah, moi, en fait, c'est bon, ma propre sécurité, je me la porte. Du coup, tu peux pas me déstabiliser parce que toi, en fait, c'est moi qui t'ai autorisé à venir dans ma vie, c'est pas toi qui t'as introduit, comme ça dans ma vie privée. Du coup, les informations que je te donne, c'est moi qui décide quand est-ce que je te les donne et à quel moment je te les donne et à quelle dose, à quelle quantité». Et de fait, ouais, moi, du coup, si je devais dire un truc aux personnes qui nous écoutent, c'est, si vous avez un profil un peu abandonnique, un peu, vous êtes pas bien dans vos baskets et puis vous êtes, ouais, vous êtes pas bien, quoi et ça se ressent dans vos relations sociales, c'est d'essayer, je dis pas que ça va être facile, c'est d'essayer de vous apporter votre propre sécurité dans un premier temps et ça pourra Bah, simplifier beaucoup de ce que choses. tu dis, je pense que c'est beaucoup lié aussi à l'estime de soi Aussi, et à ouais. la valeur que tu te portes. Est-ce que tu te respectes dans tes propres besoins? Moi, je sais que même mes propres besoins physiologiques, déjà, j'avais du mal à les respecter. Mmh. Manger, dormir, enfin même l'hygiène corporelle et cetera et pendant un moment, moi, j'avais besoin, en fait, de savoir que j'allais voir la personne que j'aime pour me laver. Sinon, je me lavais Mmh. pas si je restais toute seule avec moi-même et donc là, effectivement, c'est un rapport malsain à l'autre qui se développe. C'est pas c'est pas l'ordre des choses. Enfin, si on se respecte pas soi-même dans ses propres besoins, si on n'a pas une bonne estime de soi et qu'on cherche, bah, du coup, à ce que l'autre nous respecte, ça marche pas, en fait. On peut pas obtenir le respect de l'autre si on se respecte pas soi-même. Est-ce que, vous auriez des bouquins qui vous ont aidé à mieux vous comprendre, à vous accepter, qui soient peut-être pas forcément axés sur le sexe, mais qui peuvent l'être aussi, que vous pourriez suggérer du coup aux personnes qui nous écoutent, même des articles de presse, des films, je sais pas? J'en ai un sur ma table de chevet. Et qu'est-ce que c'est, du coup? Ça s'appelle «Vaincre la dépendance affective pour ne plus vivre uniquement par le regard des autres» Mmh. de Sylvie Tenenbaum. C'est un sacré programme ça. Ouais Et du coup, et c'est une lecture, qui est facile d'accès? Ou il faut des connaissances, pour pouvoir, lire, alors, comprendre, ce qui est bien, c'est que je dirais oui, c'est facile d'accès. C'est-à-dire que la chose, elle va être, expliquée, enfin vulgarisée, on va dire, un petit peu et puis à chaque fois, il y a des extraits de témoignages ou d'histoires qui sont racontés pour donner des exemples, en fait, de situations concrètes et donc c'est ça qui est pas mal dans ce livre. C'est que ils vont pas donner une idée et passer à la suivante, quoi. Ils vont bien OK. prendre le temps d'expliquer, de la réexpliquer, de donner un exemple. Donc ça rend le truc assez accessible. Après, ça reste, un livre qui a été écrit par une psychothérapeute, donc comment dire? La psychologie, c'est quand même, quelque chose d'extrêmement normatif, où on va parler du rôle, de la mère, du rôle du père et cetera. Bon, faut un regard quand même critique, quand on le lit. OK, ça marche. J'aimerais bien que tu m'envoies du coup le titre, par écrit, comme ça je pourrais le Oui, rajouter sous la vidéo.
Ouais, Toi, de tout ton à fait. côté, Clem, il y a quelque chose que tu souhaiterais partager avec les personnes qui nous écoutent? Oui, alors, c'est vrai que, bon, moi, j'ai commencé les recherches vraiment pour les enfants, donc bon, j'ai fait tout un tas de lectures, les réseaux, les sites, tenus par des personnes autistes, qui expliquent, leur vie par des témoignages. Ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a beaucoup aidée à faire des liens finalement, que je pensais, normal chez tout le monde finalement, enfin, en tout cas présent chez tout le monde. Après, il y a un livre qui m'a marquée, dont j'ai plus le titre là, mais l'écrivain c'est Hugo Orio, où Mmh. justement Le il a prince, c'est fait moi. ouais, exact, c'est ça, Ouais, merci. ouais, ouais. Il y a aussi Lui le vraiment prince cannibale, hein. Ouais, mais oui. oui, alors, moi ça m'a vraiment bouleversée parce qu'il y a des choses, j'aurais pu les écrire finalement et alors ça a été vraiment, ouais, un choc finalement de se rendre compte que finalement il y avait quelqu'un d'autre qui voyait comme moi, donc ça m'a quelque part c'est rassurant. Heu, ouais, donc ça et après vraiment les réseaux m'aident beaucoup, voilà le site du Graphe et cetera entre autres, Ouais, Hugo Orio, c'est un autiste lui-même, non? oui, ouais. ouais, ouais. Mmh. OK, parce que moi, le livre que j'ai recommandé, c'est pas spécialement fait pour les autistes, hein, Ouais, mais c'est pas grave, je c'est quand même précise. intéressant. Mais c'est bien de le Non, mais je préciser, précise. ouais. Ouais, 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 tu fais bien, tu fais bien. Oui, donc voilà, moi Hem, et vraiment les OK. les liens avec les personnes concernées, via les réseaux m'aident beaucoup. Moi, de mon côté, j'aurais 2 bouquins à proposer qui sont vraiment axés sur le sexe, qui sont pas du tout écrits par des autistes. Il y en a un qui a été écrit par Ovidie. Ovidie, c'est une ancienne actrice porno, qui Ouais. est devenue une féministe, militante, acharnée, qui mâche pas ses mots, qui a fait beaucoup de documentaires. Et elle a sorti un premier bouquin qui s'appelle Libre, heu, Mmh. où en fait dedans, elle parle d'elle, elle parle en fait du rapport de la femme vis-à-vis de la société, du sexe, des poils, des règles, OK. des positions sexuelles, de la pénétration ou pas, du sexe tantrique, enfin bref, il est vachement chouette. Il est bien illustré parce que je sais plus avec qui elle a été en coédition. Mais en tout cas, c'est un bouquin qui est hyper accessible et que je trouve, très simple et très, libérateur, en fait. Mmh. Mmh. Et le deuxième bouquin que j'ai découvert, ça s'appelle Jouissance Club. C'est un bouquin pareil qui parle des différentes manières de pouvoir atteindre, le plaisir sans forcément passer par la sacro-sainte, relation, phallo-vaginale et c'est Mmh. super intéressant parce que c'est une meuf qui l'a écrit, elle est hyper décomplexée et ça fait du bien, en fait, de se dire mais du coup, dire, des mots sexuels, bah, on n'est pas vraiment une salope ni une allumeuse, quoi, on est juste, un être humain. Et du coup, je le trouve aussi hyper décomplexant et je la trouve touchante cette nana. Je trouve ça bien. Sur le sujet du viol, bon moi j'ai une maman qui parce qu'en fait depuis le diagnostic de mes enfants, effectivement ça a soulevé, beaucoup de choses dans nos familles respectives parce que bon, comme je dis, mon mari n'est pas ordinaire. Moi, j'ai une maman où je me rends compte, elle a eu une vie chaotique, elle a un gros trouble anxieux, elle a les mêmes tocs que moi ou en tout cas j'ai les mêmes qu'elle. On a le même fonctionnement. Finalement, je me rends compte qu'elle est aussi, synesthète, enfin qu'il y a tout un tas de choses où effectivement je me dis: «Bon, ça colle grave». Mais ma mère a été mariée donc avec, mon père biologique. Il l'a violée plus d'une fois et personne n'a jamais bougé. Elle a déposé plainte, il la battait, les flics venaient, ils l'emmenaient faire un petit tour de centre-ville pour le calmer et puis ils le relâchaient à 2 rues de chez nous et il recommençait. Donc, Ouais, je veux dire, bon, enfin voilà, donc, il y a pas si longtemps, enfin voilà, moi j'ai 36 ans et j'ai enfin on a vécu ça, je veux dire, on a vécu ça parce qu'effectivement, enfin moi j'ai vu ma mère dans des états lamentables. J'ai essayé de sauver ma mère, j'ai soigné les bobos de ma mère me pleurait dans les bras et moi j'étais la grande, j'ai vu tout ça et effectivement on se sent hyper seul parce que tu as beau appeler, tous ceux qui sont censés t'aider à ce moment-là, mais personne bouge donc tu te dis que c'est la normalité. Ma mère a 56 ans, je pense qu'elle a réagi, ou conscientisé que tout ça n'était pas normal, il y a pas si longtemps que ça. ouais, c'est enfin, C'est c'est dingue. c'est c'est dingue, ouais, clairement.
C'est dingue et C'est du coup dingue. ça fait flipper en fait, d'élever des gosses, avec tout ce qui se passe quoi. Tout ce à Bah, quoi ils peuvent du avoir coup, accès, enfin c'est, ce que j'ai fait, parce que je rebondis sur ce que tu dis, c'est que, en fait, au début du mois de décembre, j'ai recontacté mon tout premier agresseur. La première personne qui m'a fait des attouchements sexuels sans moi. Je l'ai contacté via Facebook et on a parlé en visio pendant 1 heure où je lui ai expliqué qu'en fait, ce qu'il m'avait fait, bah, je l'avais subi comme un viol. Et ça a été extrêmement constructif parce qu'il a eu une écoute vraiment bienveillante et empathique. Euh, et il m'a dit qu'il était désolé de m'avoir mise dans cette situation où je m'étais sentie violée. Et il m'a remercié même de lui avoir dit les choses. Il m'a dit si j'ai fait un truc comme ça qui a eu un impact aussi important sur la vie de quelqu'un, ça m'aurait vraiment fait chier de passer toute ma vie sans le savoir. Et on a pas mal discuté du fait que si on en parlait, c'était pas parce que je voulais porter plainte contre lui ou je sais pas quoi, mais surtout parce qu'il était en âge d'avoir des enfants et que ce serait bien si ça se reproduisait pas. mmh. Bah, c'est que du coup en fait ça peut induire, en effet au niveau éducation, ce que lui pourrait transmettre à ses propres gosses quoi. Mmh. Bah, ouais, il faut être un mec viril qui découvre la sexualité le plus tôt possible, avec le plus possible. Ça, c'est pas un modèle pour moi de masculinité qui vaut, Acceptable. quoi. Mmh. Mm. C'est un modèle qui est toujours défavorable aux femmes, soit que c'est des frigides, soit que c'est des salopes, quoi. Pardon pour Mmh. Ouais, le c'est terme. Mmh. ça, ouais. Il y Mmh. a vraiment Mmh. quelque chose de très manichéen, quoi. Mmh. C'est que Mmh. si tu parles de sexualité, c'est que forcément, ça c'est un truc en soirée, ça m'est souvent arrivé, quoi. Tu parles de sexualité parce que, bah, c'est un sujet ordinaire, quoi. Enfin, ça devrait pas être aussi tabou Mmh. quelque part parce Mmh. que c'est quelque chose de au final, c'est quelque chose de simple et puis qui peut être en même temps, hyper, désastreux et dramatique, quoi. Mais en même temps, quand on parle de manière, libre, pas forcément débridée quoi, mais vraiment libre, que tu as pas de Mmh. Mmh. complexe, sur ta sexualité et ben, auprès des personnes, qui t'environnent, en fait, tu passes pour une fille facile, quoi. Mmh. Alors qu'à Mmh. contrario, si tu en parles pas, tu es prude, tu as jamais vu le loup, enfin, c'est un truc de dingue, tout Mmh. ce qui peut Mmh. exister, quoi, sur cette espèce de banalisation. Il y a une forme, il y a quelque chose de très, je sais pas, c'est très c'est super space, quoi. Il y a un courant, il y a un courant là en ce moment qui est en train de revenir, enfin qui vient en force et que je trouve assez dramatique. Ça s'appelle le courant trad wife, donc femme traditionnelle, où en fait c'était un courant qui dans les années 60-70 où c'était les nanas restaient à la maison, c'était femmes au foyer, avec les fameuses affiches où en fait tu devais offrir une gazinière à ta femme, elle était trop contente et tout. Mmh. Et il y a des nanas qui prônent ça, quoi. Je veux dire, Mmh. genre elles Mmh. font des vidéos où elles disent, non, mais être une femme, c'est pas, boire du vin toute la journée, ne pas s'habiller, ne pas se coiffer. Moi, je suis tout le temps apprêtée, je suis tout le temps prête pour mon mari. Quand il rentre, tout est rangé, les enfants sont douchés, les devoirs sont faits, la nourriture est prête, Mmh. et en fait, je trouve ça hyper flippant parce que déjà, j'ai envie de dire: «Mais meuf, comment tu vas t'épanouir entre ton balai et ta serpillière, quoi?» déjà, Mmh. de 1. Mmh. Et puis de 2, moi ce qui m'embête dans ce propos-là, c'est que j'entends le fait qu'une femme dise: «J'ai peur de sortir de chez moi. Du coup, je sais que Mmh. chez moi, je suis en sécurité». Mais en fait, à quel moment dans notre société on a à ce point-là précarisé l'image de la femme pour qu'une femme maintenant préfère rester chez elle et se Mmh. refuser à une carrière professionnelle et à tout l'épanouissement que ça peut lui apporter parce que la vie est un danger, quoi. Mmh. Mmh. Pourquoi c'est un Bah, il est là danger? le souci, oui. La vie Mais est un après, je suis danger. pas sûre que les femmes qui soient dans cette mouvance traditionnelle voient le monde extérieur nécessairement comme un danger. Enfin, Bah, c'est personnellement, elles disent, une bonne ouais, partie, il y en a ouais, qui disent: «C'est rassurant d'être chez moi, je ne sors que pour faire les courses, mon mari gère mon budget, j'ai rien à me soucier, j'ai rien à faire, lui s'occupe de tout et moi du coup je m'occupe du reste», en fait. Mmh. Et je sais pas, je Bah, si vraiment elles sont heureuses, bon, voilà, je pense qu'il y a des gens qui sont heureux comme ça et qui fonctionnent comme ça. Moi, je juge pas. Mais à partir du moment où effectivement on prône ça et il y a que ça qui est bien et tout le reste, c'est de la merde, c'est là que ça devient problématique. J'ai envie de oui, dire aussi, oui, je voilà, partage ton point de vue. ouais, là, par contre, ouais. Mais effectivement, je comprends, effectivement de prôner, ça parce qu'effectivement, moi, actuellement, je suis à la maison
Et pour moi, l'extérieur est quand même un danger pour certaines choses parce que peut-être je me sens fragile, parce que enfin, Ouais. voilà, je ne fais que ce que je maîtrise vraiment, sinon j'aurais du mal à le faire. Et effectivement, je me sens mieux chez moi qu'à l'extérieur pour d'autres raisons. Par contre, je ne vais pas, là, je recherche par exemple une reconversion professionnelle, je commence à y penser, je me dis: «OK, j'ai d'autres intérêts» et je passerai le cap peut-être, en tout cas si j'en ai l'occasion. C'est pas par peur que je ne le ferai pas ou parce que le carcan veut que je reste à la maison par contre. Mmh. C'est un choix, Ce sera quelque un part. choix. Ouais, c'est un choix. Mais effectivement, je n'irai pas prôner ou j'irai pas dénigrer les autres en disant: «Ah, tu vois, elle est cadre, elle s'occupe pas de ses gosses, machin». Enfin, voilà, il y a pas je serais pas ni dans un extrême, ni dans l'autre. Mais effectivement, ça peut faire flipper, quoi. Parce que du coup, bah, la femme, ce n'est rien que, 2 bras, et puis, une cuisinière, une femme de ménage et voilà, quoi. Effectivement, là, je trouve ça dangereux. Bah, ouais. Enfin, ouais. C'est q ouais, c'est en fait, pour moi, c'est que c'est vraiment un cri d'alarme. C'est que si on en revient sur ce côté, en fait, très, sur le côté, en fait, que le domicile familial, c'est quelque chose de rassurant, mais de trop rassurant au point que tout le reste, en fait, devient un danger. C'est qu'on est vraiment dans une société qui est hyper insécurisante Mmh, mmh, et en fait, moi, c'est quelque part, c'est pas tant ça me rend malheureuse pour elles. Après oui, sur le principe, si elles sont heureuses, oui, mais est-ce que enfin, moi, j'aimerais bien pouvoir creuser avec ces nanas-là, mais mmh, mmh, enfin, qu'est-ce qui a amené que tu en es venue là? Qu'est-ce que tu as traversé? Parce que mmh, c'est mmh, pas non plus, c'est pas inné, quoi, de se dire, je veux enfin, je veux terminer, du coup, je veux faire, enfin, je veux être mère au foyer, mais les arguments pardon, mais les arguments, c'est que l'extérieur est un danger et je veux être apprêtée pour mon homme. mmh, Enfin, mmh, l'argument, mmh, il me questionne, en fait, énormément et je me dis: «Mais ça il y a bien dû se passer quelque chose, en fait, dans ta vie avec tout ce qu'il y a actuellement en termes de droits de femmes, mmh, des mmh, reconnaissances, en termes d'équité salariale, enfin de l'accessibilité au niveau des postes, des formations et cetera. Pourquoi, du coup, toi, tu décides, de plutôt rester chez toi, quoi? Après, je veux dire, si la personne en face de moi, elle a des arguments, alors c'est pas tant, en fait, qui vont me convaincre ou que je vais juger bons, mais qui, en fait, arrivent à m'amener, une forme de raisonnement qui pour elle, en fait, est sain et juste, soit j'accepterai, quoi. Mais moi, ce qui m'alarme plus, c'est que, voilà, c'est vraiment ce côté, en fait, où on est tellement dans une société qui dégueulasse. est insécure quoi, qu'il y a des Mmh, nanas qui en reviennent à quelque chose que je trouve très archaïque, mmh, mmh. alors que justement on est en train de combattre en fait, nous Après, si tu veux, pour dans le être livre que reconnus j'ai quoi. pardon, je voulais pas te couper. Non t'inquiète pas, vas-y. Dans le livre que j'ai conseillé tout à l'heure, il y a un chapitre qui traite de cette question-là, du fait que les femmes qui sont placées depuis toute petite dans une situation de dépendance affective, vont avoir des difficultés pour accéder à leur propre autonomie une fois devenues Mmh, adultes et donc vont avoir tendance à se cacher, en fait, derrière un homme qui mmh, va mmh. prendre soin d'elles à leur place et donc ça va être d'un point de vue, économique, gérer le Mais c'est très budget, paternaliste en fait au et final, cetera tu vois? et en fait, moi, j'aime après c'est moi qui fais ça, mais j'aime associer l'idée de comment dire? Enfin j'aime, pas un plaisir, mais les femmes finalement, elles sont conditionnées d'une certaine manière pour être dépendantes affectives parce que c'est nécessaire pour faire tenir le système patriarcal. Mmh, mmh. Ça les maintient dans une forme de, bah, de dépendance, vis-à-vis de l'homme et donc de perte d'autonomie, ou pas de perte d'autonomie parce que ça voudrait dire qu'elles l'ont déjà eu, mais, d'inaccessibilité à l'autonomie et donc Ouais, mais voilà, là, c'est rassurant de se cacher derrière un homme ouais, je qui comprends, va mais après prendre soin de soi. je comprends, mais c'est qu'il y a tellement de potentialités en fait dans une Je si tu as m'essaye quelque à la chose de psychologie frustrant, sociale, je c'est pas pense mon domaine, hein. mais je trouve ça hyper frustrant, en fait, quand je me dis à quel point l'être humain, il a des potentialités dans tous les domaines et qu'en fait, par souci de sécurité, tu sacrifies tout ça pour rester chez toi. Mmh. Je sais pas. Après, je me dis Mais il y a encore peut-être autre aujourd'hui chose derrière, hein? ah mais Enfin, il y a clairement certainement autre chose derrière. et encore, je me dis aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, quoi. Elles sont pas non plus coupées du Mmh, monde, ces mmh, nanas-là. mmh, Mais mmh. putain, à une époque où, elles avaient pas le droit de sortir ou sinon fallait avoir un chaperon ou alors il y avait ta vieille tante qui te suivait à 3 mètres derrière toi pour voir,
Et si tu pas perdre ta virginité en trébuchant sur un phallus Mmh, qui était mmh. dressé sur le sol, quoi, tu sais pas. Mais sur le principe, c'était ça, quoi. Je me dis: «Mais putain, enfin, c'est tendu». Enfin, ou sinon donnez-vous l'opportunité au moins de tester la vie ordinaire et à ce moment-là, prenez votre décision, en fait et en état de Mais cause, en conscience. mmh, mmh, mmh. Mais enfin, il y a peut-être une emprise derrière, il y a forcément une forme d'emprise derrière. Ou je ou alors elles ne se reconnaissent nulle part, n'ont aucune confiance en elles, ont été totalement rabaissées et du coup cette place-là est peut-être mieux, parce qu'au moins elles en ont une. Ah beh, oui, oui, bah, tu vois, c'est ça, c'est qu'il y a un besoin d'appartenance, en fait. Mmh, Il y mmh, a il y a un côté, en fait, où oui, c'est rassurant, où tu connais, en fait, puis c'est limité. Enfin, tu as un espace, tu as un territoire qui est limité, qui est chez toi, quoi. Où en fait les personnes qui vont interagir avec toi, ça va tout le temps être les mêmes personnes et du coup, il y a une forme de ritualisation, il y a une forme de ouais, c'est rassurant, mais en même temps, putain, je me dis: «Le monde est tellement intéressant». C'est frustrant. Enfin, moi, ça me Oui, il y a frustre pour elle, en fait, et ça me rend un peu malheureuse, mais encore une fois, mmh, je peux l'entendre, mais c'est vrai que j'apprécierais pouvoir un jour rencontrer une femme qui est dans cette mouvance-là et qui puisse m'expliquer, en fait, vraiment mmh, de mmh, mmh, manière, un débat, vraiment ouvert et bienveillant, quoi, pouvoir savoir. Peut-être que ouais, ça me ouais, ferait changer d'avis ou peut-être que je pourrais moduler mon propos, hein, qui mmh, sait? mmh, mmh, mmh. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour la fin? Quelque chose que vous aimeriez dire, aux personnes qui nous écoutent? Je sais pas, un truc qui vous semble important pour qu'on puisse clôturer ce podcast? Bah, moi j'ai envie de vous dire, apprenez à vous reconnaître et à vous écouter et à oser dire: «Oui, non, je veux pas», voilà, simplement. Oui, OK. je plus sois. Consentement éclairé, quoi, en fait, quelque part. Ouais, complètement. Aimez-vous vous-même pour mieux aimer l'autre. Ouais. Merci, hippie Samalis. Mais je vous en prie. Et bah, écoutez, c'était super intéressant, encore une fois. Je vous remercie d'avoir eu le courage, de venir témoigner.